Merci à tous d'être venus très nombreux ce soir. En cette occasion un petit peu improvisée, liée à l'actualité, mais qui nous donne le plaisir, l'avantage et l'honneur de recevoir deux amis, l'honorable Patrick Morus, le grand spécialiste évidemment incontesté des Trois Corées, qui était déjà venu nous présenter le livre qu'il présente de nouveau aujourd'hui, et à qui je vais demander donc de ne pas représenter le même livre, bien qu'il sera obligé de faire un petit aperçu rapide historique de la situation, mais ce qui s'est passé depuis la fin de la rédaction de ce livre, qui date de 2 ans je crois, à peu près 1 an et demi ou 1 an à peu près, 1 an. Et il s'est passé des choses très très intéressantes, très spectaculaires, qu'il va nous raconter en compagnie, avec en contrepoint, notre camarade Stephen Chow, qui lui est communiste coréen en exil en France. On expliquera pourquoi ils sont obligés, les Coréens qui ne sont pas du tout sur la position des démocrates coréens du Sud, ils ont intérêt à ne pas rester en Corée du Sud et donc de se réfugier par exemple en France. Donc tout ça, ce sera évoqué dans un instant. Et nous aurons l'intervention de notre camarade spécialiste de l'ex-Union soviétique, notre kremlinologue de service, comme on disait autrefois, qui nous expliquera à quel point le coup d'État démocratique qui vient d'échouer ou qui est en train d'échouer, enfin tu vas nous préciser ça actuellement à Séoul, nous permet d'évoquer ce qui se passe de l'autre côté du continent, en Géorgie, où un autre coup d'État, également démocratique, sur le type plus classique des révolutions colorées, est en train peut-être d'échouer. Là, on va en savoir plus aussi sous peu de temps. Mais tout d'abord, donc, Patrick, un petit rappel très bref de l'historique et l'actualité brûlante et assez divertissante. Néanmoins, j'ai expliqué aux gens que ça a un côté un petit peu ridicule, grotesque, ce qui se passe, mais il y a des choses un peu plus sérieuses en arrière-plan et on compte sur toi pour éclairer cet arrière-plan obscur. On va essayer. Bonsoir à tous. Ravi de vous voir ou de vous revoir, puisque j'étais venu présenter le livre, Les Trois Corées. Donc si je recommence aujourd'hui, ça ne sera pas les 6 Corées, hein, je ne vais pas tout de suite aller loin. Quoique ma postface s'appelle maintenant 3,5, parce que j'inclus les diasporas maintenant, qui m'ont contacté à la suite de la publication de la première formule, étant persuadés que la 3e Corée, c'était eux. C'était un très très bon contresens dans la mesure où, comme ça, je suis rentré en contact avec des tas de diasporas, et en particulier des diasporas qui ne sont pas enfin marquées par la division de la péninsule coréenne. Il y en a, ça existe, et en particulier en Amérique latine, où vous avez peut-être lu certains romans là-dessus, où des Coréens, des paysans coréens ont été expédiés dès le 19e siècle, comme pour travailler dans les champs, et puis leurs enfants sont restés. Du coup, il y a des Coréens ils vivent à la coréenne, ils mangent du kimchi, ils ont toujours leurs idées, ils parlent parfaitement espagnol, bien entendu, mais ils ne se sont pas ils ne sont pas des émigrés post-division, comme sont la plupart des diasporas et la plupart des Coréens de France, par exemple. Donc ils ne peuvent pas être très très liés avec la Corée du Sud pour des raisons politiques, ils les aiment pas beaucoup. D'un autre côté, il y a la présence américaine qui les oblige à une relative prudence, donc on a des Coréens indépendants, de façon extrêmement étonnante, et qui parlent un coréen très très drôle pour un linguiste comme moi, parce que j'apprends des tas de mots qui sont du coréen, que de la fabrication de coréen, c'est un peu le Québec, si vous voulez. Donc j'avais fait ce livre la dernière fois avec ce titre Les Trois Corées, en m'excusant à l'époque parce que les éditions avaient été très très disons hésitantes. La correction typographique avait été en congé. Donc j'ai tout repris et je viens de m'apercevoir dans le métro qu'il a été quand même resté une faute, celle qu'il ne fallait pas faire. Non pas celle du titre, le S étant volontaire, mais l'endroit dans le livre où j'explique pourquoi il y a un S est inversé. Donc là où il faut un S, il n'y en a pas, et là où il ne faut pas de S, il y en a un. Je vous explique tout de suite. En français,
les noms de pays ne prennent pas le pluriel en français normatif. Hein, on s'en fiche totalement. Donc en France, il y a deux France, la France des villes et la France des campagnes, par exemple. Ou la France de gauche et la France de droite. On ne met pas de S, puisque c'est toujours la même France. Par contre, quand on veut signifier que depuis la division et depuis la guerre civile qui date des Japonais, les deux Corées, au départ, se sont tellement séparées qu'elles sont aujourd'hui devenues deux pays radicalement différents. Ne tirez pas. Je ne suis pas contre la réunification, je n'ai rien contre. En fait, je m'en fiche totalement et je trouve que la division, pour le moment, c'est le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de guerre. Mais ça, c'est une autre histoire. En tout cas, quand depuis 1945, qui est-ce qui est né avant 1945 ? Il n'y en a plus beaucoup, hein. Bon, donc, notre vie à nous, quel que soit notre âge, elle date de la division coréenne. Alors les Coréens, certains Coréens viennent vous voir en disant ma grand-mère ou mon arrière-grand-mère est au nord, c'est très triste et je pleure. Ben, ils me font pas beaucoup pleurer parce que moi non plus j'ai pas connu mes grands-pères. Et c'est très triste et c'est aussi à cause d'une guerre. Mais de là à en faire une idéologie nationale pour que ça me manque, moi je ne vais pas jusque là. Or en Corée du Sud, c'est exactement comme ça que les choses se passent. En Corée du Nord, on est contre la division, on veut aussi réunifier, mais pas du tout sur ces bases larmoyantes et, pour tout dire, très très religieuses. Donc moi j'ai mis un S parce que je pense que les deux Corées sont maintenant vraiment complètement séparées. Elles sont séparées par la même langue, comme on le dit de l'Angleterre et des États-Unis. Et j'en ai rajouté une troisième puisqu'il fallait mettre un supplément. C'est simplement parce que j'accorde une importance, comme chercheur et comme littéraire, j'accorde une importance énorme au district autonome chinois de la République populaire de Chine, qui s'appelle Yanpian, ou Yanpion en coréen. Et c'est, si vous voulez, de l'autre côté de la frontière. Il y a un grand territoire qui touche à la fois à la Chine et à la Russie, puisque la Russie n'a plus accès à la mer, la Chine n'a plus accès à la mer depuis le 19e siècle. Et donc là, il y a tout un territoire où vivaient statistiquement, sur les chiffres officiels, 2,5 millions de Coréens. 2,5 millions de Coréens, ça recommence à faire quelque chose quand même. 2,5 millions de Coréens, ça fait Pyongyang. Qui en plus parlent coréen, qui sont bilingues, qui sont en contact avec la Corée du Nord, qui peuvent aller en Corée du Nord et en Corée du Sud. Bref, 2,5 millions de Coréens qui ne sont pas divisés et qui ne sont pas marqués par la division, puisqu'ils peuvent aller où ils veulent. À peu près. Donc ces gens-là, je leur ai accordé beaucoup d'importance, jusqu'à me rendre compte, en y allant très souvent, et en travaillant à l'université là-bas aussi, et j'étais encore au mois de juin, que c'est une troisième Corée avec un S aussi. Pour moi, chercheur, c'est une troisième Corée. Faut pas dire ça en Chine. Hein. Si vous commencez à toucher aux minorités nationales, vous êtes fusillé tout de suite. Et quand vous êtes fusillé, pour rentrer à la maison après, c'est très très difficile. C'est un endroit extrêmement intéressant qui a une deuxième particularité, c'est que pendant des siècles et des siècles et des siècles, ils avaient une géographie, ils étaient installés là, mais ils n'avaient pas d'histoire, c'est-à-dire, on ne va pas te faire les malins devant les Chinois. Quand vous allez à Yenji, la capitale aujourd'hui, savoir à qui vous avez affaire, si c'est un Chinois, Han, ou un Chinois coréen, eh ben, il faut être très copain, très gentil, et parler très longtemps coréen et faire des bons cadeaux. Et ça ne marche pas forcément tout le temps. Ils sont tellement en retrait que la plupart des magasins coréens que vous trouvez là-bas sont tenus par des Han qui ont trouvé que c'était un très bon filon pour attirer les touristes sud-coréens. Je commence par une ambiance, si vous voulez. Et au bout du temps, aujourd'hui, cette histoire a commencé à réapparaître. Ils se rappellent qui ils étaient. Ils ne sont pas forcément des victimes de la guerre, pas forcément des victimes des Japonais, qui existent aussi. Mais du coup, ils ont perdu leur géographie. C'est-à-dire qu'ils partent. Ils étaient dans cette petite région, ils ont eu le droit d'aller visiter la Corée du Sud, ils se sont précipités en Corée du Sud, puisque c'était les bougnoules de la Chine. Et ils ont eu le droit à, je vais rester sur le même tour de vocabulaire, parce que ça dit tout de suite, ils ont eu le droit à aller récurer les chiottes quand ils étaient bien traités. Leurs femmes travaillaient plutôt à l'extérieur, disons sur le trottoir. Ce qui fait qu'ils ont quitté la Corée du Sud, pour beaucoup d'entre eux, et ils sont revenus en Chine. Pas au Beloutchistan ou en France. Ils sont revenus en Chine, mais pas dans leur province d'origine.
Ils sont répartis un peu partout. Et si un jour vous avez la chance d'aller visiter cette ville extraordinaire qui s'appelle Shenyang, qui est la capitale de la Mandchourie, ne tirez pas en chinois, on ne dit pas Mandchourie, c'est un terme occidental, mais il faut désigner tout le nord-est. C'est une ville qui était grande comme ça et qui en 10 ans est devenue 24-25 millions d'habitants. Et c'est le seul endroit, de ma connaissance, où les 3 Coréens peuvent se rencontrer légalement. Il y a même un quartier avec des restaurants. Et le chien, il est très bon. C'est pour savoir qui dort et qui dort pas. Ils peuvent se rencontrer. C'est pas qu'ils se jettent dans les bras les uns des autres. Le prochain Tristan et Iseult, ce sera pas là-bas. Mais néanmoins, ils ont le droit à vivre dans le même quartier, ils ont des immeubles dans les mêmes coins, et les représentations officielles le sont aussi, ce qui, moi, me rend extraordinairement heureux, en me disant, quand on laisse les Coréens entre eux se débrouiller, ben, ils sont Coréens. Et il n'y a pas de S. Enfin, mais c'est en Chine, ça. C'est en Chine. Enfin, il n'y a pas de S. Il y a un S à Coréen. Alors, est-ce que c'est les Chinois qui rendent ça possible, ou est-ce qu'ils se sont rendus compte que parler avec des Coréens qui n'étaient pas si officiels que ça, et qui avaient la tête un petit peu moins dure, c'est-à-dire qu'ils ne leur récitaient pas le quotidien du peuple du matin, c'était quand même relativement pratique. Et c'est un endroit très intéressant. Et maintenant, les voyages que nous organisons dans notre association en Corée du Nord ou en Corée chinoise, je les organise maintenant avec des agences coréennes de Chine, parce qu'ils sont complètement décontractés. Et quand on leur demande est-ce qu'on peut visiter ça, est-ce qu'on peut visiter ça, la réponse est pourquoi pas. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans les autres endroits. Bien, je vous ai placé les 3. Maintenant, la question qui est comment peut-on écrire un livre sur la Corée dont on ne peut pas traduire le titre en coréen? J'ai laissé passer le... La réponse, c'est qu'il faut 3 réponses. Et Chaoshenjok, Joseonjok, si on le dit en coréen. Parce qu'il faut savoir après dans quelle langue vous le dites. Ils ne sont pas d'accord sur le nom de leur propre pays, et donc le slogan que vous avez partout, vous arrivez en Corée, la Corée est une, n'est pas le même. C'est le même slogan, mais c'est pas la même chose à Panmunjom Nord et Panmunjom Sud, et en Corée chinoise. Rien que ça, à mon avis, vous montre l'ampleur de la catastrophe. Précisons que Panmunjom, c'est la ligne de démarcation. Des deux côtés, ils s'envoient des slogans en disant la Corée est une, c'est nous qui le disons, la Corée est une, c'est nous qui le disons, et c'est pas la même phrase en coréen. Oh, tout le monde comprend l'autre, hein. Seulement quand vous voulez parler, c'est très bon pour les romans policiers quand on veut coincer les espions, parce qu'ils se trompent. Il dit ouais, je suis coréen, oh merde, j'ai dit l'autre, ah pardon. Bon, c'est les mauvais romans policiers parce que ça fait un petit peu trop longtemps que ça se fait. Bref, l'ampleur de la division est telle qu'il faut analyser ces pays de façon différente. Alors, je ne peux pas distinguer à chaque fois ce qui me semble être coréen, comme coréen pour tous les Coréens, la coréité, comme l'autoritarisme épouvantable, ou le volontarisme extraordinaire, le messianisme incroyable qui règne partout dans les terres coréennes. Tout ça, ça me semble commun. Je veux dire, il y a des choses que je ressens de façon très commune avec les Belges. Il n'y a pas besoin de me dire à quel moment ils sont étrangers, à quel moment ils sont français ou francophones. C'est de ce domaine-là. En revanche, pour tout ce qui est de la vie organisée, c'est-à-dire politique administrative, il n'y a plus rien de commun. Le Sud, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, vous avez, je suppose, été, comme moi, tout à fait sidéré l'autre jour, quand l'annonce arrive à brûle-pourpoint, nous qui étions tellement calmes et attentifs pour savoir qui allait être notre Premier ministre, d'un coup on nous dit « bof !» loi martiale. Peut-être certains ont-ils même cru que c'était en France. Voilà, c'est ça. Précisons, parce qu'il y a une confusion possible. Nous parlons de la Corée. Mais effectivement, nous sommes à certains égards, on en reparlera sans doute, dans une situation analogue de confusion. Qui sait? Loi martiale. Bon, je suis tombé de ma chaise comme tout le monde, mais le temps de remonter dessus, parce que j'ai un certain âge, la loi martiale était dure 2h30 à peu près, était déjà abandonnée. Je sais que les Coréens font les choses rapidement. Mais enfin, une loi martiale et un coup d'État en 2h30, c'est peut-être, il y avait Derrick à la télé, il voulait rentrer, je ne sais pas ce qu'il voulait faire, mais enfin, c'est stupéfiant. Sauf
la loi martiale brutale et toute la ville, tout le pays dans la rue, ça c'est pas du tout nouveau. Je vais pas dire que c'est quotidien. Ça serait exagéré. Mais quand on a mon âge et qu'on a vécu gosse en Corée sous la loi martiale de Park Chung-hee, où le soir on entendait des coups de feu dans la rue parce qu'il y avait le couvre-feu. Quand on a vécu la chute de Chon Do-hwan avec tous les étudiants, mes copains profs qui sont sortis dans la rue, que Chon Do-hwan, je vous parle de tous les dictateurs les uns après les autres, c'est pas quelque chose qui a tellement surpris. Surtout que quand la Corée a fait tomber ses dictateurs les uns après les autres, soit directement je rappelle que nous parlons de la du Corée sud. Hein. Soit directement. C'est important de rappeler que donc il y a peut-être des dictateurs au nord, mais le sud n'est pas en reste. Oui, absolument. Mais j'ai employé Corée au sens. Voilà, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul mot en français. Il en faudrait 3. Bref. En Corée du Sud, on s'est débarrassé des dictateurs. J'avais juste fait une petite liste en direct sur les présidents. Le premier en fuite, le deuxième démission, le troisième assassiné, le quatrième démission, le cinquième peine de mort, le sixième condamné à perpète, le septième et le huitième non. Mais c'était les plus mauvais. Je suis arrivé au huitième, donc neuvième suspendu et puis revenu et ensuite suicidé. Le 10e en prison, le 11e destitué en prison, et puis derrière, un qui est sorti tout seul, et celui qu'on a aujourd'hui, dont je ne pense pas qu'il va rester très longtemps dans sa Maison Bleue, d'autant qu'il n'est plus à la Maison Bleue, puisqu'il a déménagé maintenant à Yongsan, quel idiot. Il était bien logé, il a fait un truc. Le seul truc intelligent qu'il a fait pour ne pas dépenser d'argent, ça ne lui a rien rapporté. Donc ça veut dire que la Corée du Sud a un rapport musclé avec ses dirigeants, et surtout, et c'est ça qui est le plus étonnant pour moi quand on lit l'histoire coréenne, c'est que cet autoritarisme, cette idée qu'on a l'autorité dans la tête, qu'on parle poliment à son père, à son frère aîné, à son grand-père, etc., ça n'a pas marché pour les présidents. La façon dont beaucoup de Coréens, surtout les jeunes Coréens, mes étudiants, parlent des présidents est à peu près analogue à la nôtre. La grammaire coréenne empêche quand même de parler aussi méchamment de ce qu'on dirait de Macron, hein, mais c'est quand même pas très sympathique. Et pour commencer par la fin, le président actuel de Corée du Sud, qui a gagné les élections, parce qu'il avait une bonne réputation comme juriste et qu'il avait flanqué dehors la présidente qui précédait, a été détesté, haï, méprisé et insulté dès la première semaine. À commencer par, il connaît des gens qui votaient pour lui. Bon, on vote à droite, donc voilà, c'est lui, il est con, mais on vote pour lui. Sauf que ça a commencé tout de suite, avec un mépris absolument extraordinaire. Et comme ce monsieur a eu des idées politiques d'extrême droite, je ne sais pas comment on fait quand on est un homme d'extrême droite pour faire croire qu'on n'est pas d'extrême droite. Je sais pas comment on arrive. Moi, je ne sais pas, donc je ne sais pas comment on fait. Il faut dire qu'on est pro-américain. Et antitotalitaire. Là, tu n'es pas d'extrême droite. Dire du mal des Américains se fait beaucoup en privé quand même. Hein. C'est pas. Oui. Bon. En tout cas, lui avait trouvé. A eu... La condition pour ne pas être perçu comme d'extrême droite, du moins chez nous. Oui, surtout que quand on est d'un pays où quand la norme c'est l'extrême droite, être d'extrême droite, ça fait très à droite. Ouais. Hein, je suis à gauche là. Plaisanterie mise à part, il s'est rendu très célèbre pour au moins 2 choses. La première, des attaques contre les femmes antiféminines immédiates, avec tout ce qui allait après, des attaques contre l'avortement, parce que ces bonnes femmes, au lieu de rester à la maison et faire des enfants, qu'est-ce qu'elles font? On se demande, alors que il connaît pas son pays, quoi. Je vais t'interrompre oui. Très brièvement, parce que je risque d'oublier de poser cette question. Je crois que je l'ai mis dans les mails. Une des choses qui m'a frappé, c'est la presque concomitance des manifestations féministes, on peut dire ça, des étudiantes protestant contre la fin de la non-mixité. Oui, absolument. Est-ce que ça a un rapport J'y arrivais. Désolé. Donc, non, pas du tout. Parmi les nombreux points là, à éclairer pour nous,
pour notre gouverne, ce serait bien que tu alors, je cite les 2 points, les attaques antiféminines, alors je dis pas féministes, parce que je préciserai après, contre les femmes, sous toutes les formes, toutes les formes, dans tous les domaines, je voulais dire. Et la deuxième chose, c'est les attaques contre les travailleurs, avec sa double réforme. Alors, au début, il avait même pensé à faire une semaine de 80 heures, bien entendu, dans des cas particuliers, dans des cas spéciaux, s'il y a la guerre, si voilà, toujours enveloppé, mais à l'Assemblée nationale, il était descendu à 62. On s'est dit, on fait plus rien. 62 heures, vous calculez? T'as fait des belles journées. On fait ça quand on prépare l'examen de médecine ou n'importe quoi pendant 6 mois, puis après on s'écroule. Là, c'était la règle pour l'ensemble des travailleurs. Et qu'est-ce que vous pouvez en conclure de ces 2 points? Eh bien que tout ça se traduit par des personnes, par des organisations. Et donc dans le premier cas, attaque contre les organisations féministes, et dans le deuxième cas, attaque comme d'habitude contre les syndicats, point commun de pratiquement tous les dirigeants et présidents sud-coréens, à la grosse exception de Roh Moo-hyun, qui a été le seul président de gauche, je ne peux pas dire d'extrême gauche, puisque ça s'est traduit par le fait qu'il s'est suicidé quand il a appris que toute sa famille, comme les autres, avait mis la main dans la caisse. Donc, le type avait un sens moral louable et admirable. En tout état de cause, les attaques contre ces 2 ensembles me semblent être directement liées à cette annonce que nous avons eue et cette bizarrerie de vouloir envoyer l'armée absolument partout. C'était la Corée du Nord qui attaquait. Ben absolument, oui. Mais elle attaque tous les matins. Ah, d'accord. Et alors, ils ont beaucoup de mal à venir parce que comme ils envoient les enfants devant et que les enfants ont des bombes atomiques dans les poches, ils peuvent pas marcher vite. Les enfants qu'on n'a pas mangés. Parce qu'il y en a plus beaucoup quand même qui restent. Premier point, puis justement on peut partir de là, la stupéfaction absolue de la Corée du Nord, qui est quand même extrêmement rapide pour répondre. Il y a un truc et toc, et c'est toi le premier, c'est toi qui a commencé. Cours de récréation, je ne me moque de personne. Mais enfin, les débats politiques, publics, c'est pas des débats politiques, les injures publiques des 2 côtés, ça va pas toujours très très loin. La dernière faite par la Corée du Nord, qui moi me fait hurler de rire, c'est que pour contrer les ballons auxquels on attache des slogans anti-nord-coréens, les Nord-Coréens envoyaient des ballons avec des poubelles accrochées. J'ai bien ri. Vous ririez aussi, ou peut-être un peu plus jaune, en lisant les articles dans la presse sud-coréenne qui expliquaient que c'était des armes dangereuses, d'ailleurs des armes de destruction massive, oui. Et que ça risquait de tuer des gens. Et qu'il y avait une dame qui avait eu un début de crise cardiaque. Alors, je ne sais pas ce que c'est un début de crise cardiaque, c'est des ou que ouais, parce que c'était tombé à côté d'elle. Un sac de poubelle. Je dis, pour une fois qu'ils ont de l'humour. Oui. Moi, j'étais ravi. Bon, j'insiste pas là-dessus. Bref, les femmes sont la cible numéro 1 des ultra-conservateurs pour des raisons qui datent de Mathusalem, enfin de Madame Mathusalem pour être précis. Et là, il faut juste une phrase, sinon ce serait trop long, mais pour bien préciser qu'il ne faut surtout pas plaquer, vous le savez, nos concepts, nos termes directement sur la Corée, même si la Corée du Sud les utilise. Elle parle de féminisme, elle parle de démocratie, elle parle de communisme, mais aucun de ces mots ne cale exactement avec ce qu'on pense, et c'est un gros travail intellectuel d'essayer de comprendre. Féminisme, j'ai eu des centaines et des centaines d'étudiantes. J'ai travaillé dans les universités féminines, dans 2 universités féminines, 3. Iwa, Sungmyongdae, qui sont des universités d'élite, si j'ai bien compris. Oui, oui, les meilleurs. Et puis Seoul-Yode, qui, évidemment, je discutais avec mes étudiantes, et on peut discuter, si on n'est pas trop bête, on peut y arriver. Et il était extraordinairement rare qu'une étudiante se présente comme féministe. La plupart d'entre elles, sauf peut-être à Iwa, où c'est plus compliqué, mais avaient comme objectif dans la vie de se marier, d'avoir un garçon et de s'arrêter là, et ensuite rester à la maison pendant que le mari allait travailler et aller se promener au cours d'aérobic avec leurs copines. Ou, attendez, aucun mépris, hein. Pourquoi ?
parce qu'elle sortait de la grande famille confucianiste tentaculaire, avec plein de gosses, et où il fallait rester à la maison, torcher les gosses, aller au champ, et en plus s'occuper de la belle-mère. Le pire étant le dernier point. Bon. Si d'un seul coup on peut se retrouver en ville dans un appartement beaucoup plus petit, et c'est pas une honte d'avoir plus petit, parce que quand on a plus petit, on loge plus les beaux-parents, on les héberge plus à la retraite. Et c'était ça, dans les années 80, 90, le rêve de la plupart des étudiantes éduquées. La plupart, j'ai pas dit toutes, jamais je dis toutes. Depuis, les choses ont commencé à évoluer parce qu'elles ont énormément été à l'étranger, parce qu'elles lisent, parce qu'elles comprennent, parce que tout simplement, elles sont pas idiotes. Et qu'elles n'écoutent pas uniquement ce qu'un président qui articule à peine leur dit ce qu'elles doivent faire. Elles en ont marre qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Les Coréens en ont marre qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et jusqu'à présent, ça s'est manifesté, justement, dans des énormes manifestations. Quand on a mis Chon Doo-hwan dehors, on a manifesté, tout le monde y était, hein, on a manifesté pendant, 3 semaines. Et dans le centre, et avec tous les cravatés, et avec tous les profs, c'est là où on s'est dit, ça y est, c'est gagné. C'est comme ça que Syngman Rhee était tombé. Il y avait des manifestations, et le jour où les profs d'université se sont joints à la manifestation, il est tombé. Mais c'est encore une forme d'autorité. Dernière manifestation que je cite, parce que j'y tiens, quand Roh Moo-hyun a été élu, il a succédé à quelqu'un qu'on appelait de gauche en Corée, mais enfin, qui n'était pas du tout, et lui qui était vraiment nettement plus marqué à gauche, on dirait un rose pâle, mais avec des idées très fortes et surtout avec l'idée de transformer la Corée, non pas avec une Corée devenue dictatoriale avec des élections, mais comme un véritable état de droit. C'est là où j'ai appris que c'était vachement compliqué, un état de droit, et qu'il ne suffisait pas d'aller voter. Et au bout de quelques semaines, toute la droite du Parlement l'a empêché, puisque même les mots américains sont utilisés pour ça. Donc il a été destitué, il ne pouvait même pas rentrer au bureau. Et c'est là où on a eu ces manifestations. Je venais d'être nommé conseiller culturel, j'avais pas le droit d'aller dans les manifs, alors j'ai inventé le masque Covid, et j'étais dans les manifs pour pouvoir tourner, et il y avait des centaines de milliers de gens dehors, en particulier les mômes, les étudiants qui sont sortis, et ça a été la première manif, démo, tout le monde se connectait avec le téléphone. C'est-à-dire que les manifestants étaient beaucoup, beaucoup plus modernes que les flics de l'autre côté, qui avaient leur talkie-walkie, vous savez, les machins comme ça, qui déforment l'épaule tellement c'est lourd. Et ça a gagné. Et ce jour-là, les Coréens se sont dit, ça y est, on est adultes, ça y est, on va gagner. En oubliant tout le côté, en ne pensant pas encore à toute la dimension sociale, à ce qui arrive aux agriculteurs, à ce qui arrive aux ouvriers, à la dictature et aux coups sur la gueule qu'on prend dans les usines. Mais déjà, au moins, on renvoyait les policiers à la maison. Ça, c'était quelque chose d'extrêmement important. Mais est-ce que ça a changé quelque chose à l'autoritarisme? Est-ce que ça a changé quelque chose au régionalisme? À savoir que les gens du Chola votent pour un candidat du Chola, les gens d'une autre région votent aussi pour des gens de la région. Ça avait un petit peu disparu, mais ça a une grosse tendance à revenir. Parce que le drame, et ce sera ma conclusion provisoire, il y a tellement de Sud-Coréens aujourd'hui qui ne croient même plus aux bases de la démocratie bourgeoise, représentative. Pourtant, ils l'ont eu hier. Hein. Ça leur est venu aux élections de 87. Joie extraordinaire. 2 petits problèmes. Ils ont très vite compris que 87, c'était l'année avant 88. Ils sont très bons en maths. C'est-à-dire qu'il fallait nettoyer le terrain avant les Jeux Olympiques. C'était ça la raison. Ils ont interdit les restaurants de chiens pour la même raison que les Coréens auraient introduit juste après. Ça ne s'appelle plus Pochintang, ça s'appelle Sacholtang, et hop, ça passe. Et deuxième chose, ils se sont rendus compte qu'on pouvait manipuler les élections de n'importe quelle façon. C'était libre. Il n'y avait pas beaucoup de candidats rouge, mais il y avait 4 candidats.
Et l'opposition avait 3 candidats qui s'appelaient tous Kim. Ah ben oui, vous savez, hein, quand on jette un caillou du haut de Namsan, ça tombe sur un Kim ou sur un Lee. Les 3 candidats de l'opposition se sont présentés tous les 3, donc ils ont divisé les votes en 3. Ils étaient ultra majoritaires. Et c'est le dictateur militaire le successeur, lui-même militaire, lui-même assassin de Kwangju, qui a gagné. Ça pousse pas tellement à croire à ce truc qui a l'air de marcher dans le monde entier, en tout cas dans l'Occident. Et ce qui se passe aujourd'hui est extraordinairement grave. Il est vrai que quand j'ai entendu qu'il y avait la loi martiale, et que j'ai réussi à remonter sur ma chaise au bout de 2h30, et que j'ai vu les premières manifs, j'ai hurlé de joie. J'ai chialé comme un porc. C'était absolument fabuleux. C'était, ça y est, ils vont remonter. Et je me suis souvenu de la dernière fois où c'était arrivé récemment, où il y avait c'était la tragicomédie, on disait tout à l'heure, où c'était l'horreur et nous, puisque c'est comme c'est la Corée, c'est ça, c'est Uri. C'est le naufrage du Sewol. Donc il y a 10 ans. Quand ce bateau a tué 300 gosses, enfin 300 enfants se sont noyés en partant en bateau pour Jeju-do, en vacances, le paradis terrestre, et que le bateau a penché, a commencé à couler, que le capitaine s'est barré en leur disant « vous bougez pas ». Les gosses étaient, on l'a vu à la télé en direct, il y avait les hublots, les gosses étaient derrière, comme ça, derrière le hublot, comme un tableau moderne. Et leurs parents leur téléphonaient en leur disant « on vous a dit de rester, restez. On vous a dit de pas bouger, vous bougez pas ». Il y en a 304 qui n'ont pas bougé. Je ne sais pas si la Corée a surmonté ça. Oui, ça avait été un énorme scandale quand même à l'époque. C'est devenu un scandale. Ça a commencé par être une horreur, une atroce. Il y avait des grands panneaux sur les mairies, partout dans le pays, où il y avait marqué « Mianamnida ». Excusez-nous. Mais c'était pas simplement « excusez-nous ». C'était « excusez-nous » sous la forme polie, celle qu'on emploie pour les vieux et les adultes. On ne dit pas « Mianamnida » à un gosse de 10 ans. C'était à tel point, tout le pays est en faute. Or, cette obéissance, c'est celle qui appartient à tous les discours de la Corée pour expliquer l'indépendance et le miracle, guillemets. Hein. Pourquoi on s'en est sorti? Pourquoi on devient le 10e pays du monde, alors que quand j'étais môme, c'était le Mali? C'est toujours le Mali qu'on prend, les pauvres. Comment ils ont réussi ça? Parce qu'on avait une volonté de faire, nous tous ensemble. Enfin, c'était plutôt le dictateur qui le disait que les autres, mais ça, on le croyait. C'est ce qu'on a dit aux enfants. Ils sont tous morts. Par chance ou pas, je ne sais pas, mais la présidente qu'ils avaient à l'époque, qui était la fille du grand dictateur Park Chung-hee, elle était vraiment très con. Vraiment, elle a bouffé du foin. Enfin, du foin de riz. Il est pas mal, mais c'est le même parti. Oui. Et elle ne s'est même pas rendue sur place. Elle ne s'est même pas rendue sur place pour voir ce qui s'était passé. Même si n'importe quel maire adjoint le fait. Et j'ai rien contre les maires adjoints. Il a fallu des longues journées pour qu'elle qu'elle se rende dans un endroit où on avait mis l'école, dans une école, loin du bord de l'eau. Et elle ne s'en est jamais remise. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver à notre cher président Yoon, qu'il le sait, et que le seul moyen de rester au pouvoir, c'est qu'il soit seul maître du pouvoir. Ça ne marchera pas, même si l'armée est arrivée vachement vite quand même, j'ai trouvé. J'ai trouvé qu'il ne traînait pas. Si vous connaissiez la circulation à Séoul, pour arriver de la présidence, bon, c'est pas très loin, Yongsan Yeouido, il faut quand même y arriver. Surtout qu'il faut prendre le Palpal Kosoktolo sur l'autre côté. C'est très dur d'y arriver. Et alors que les flics sont restés complètement en retrait. Donc il est tout à fait possible qu'une sorte de société civile, au sens général, pas gramscien, au sens général, commence à prendre forme, c'est-à-dire qu'il y ait dans la tête des gens quelque chose comme ça, non. Non. Les conneries, ça va, etc. De toute façon, le président, personne ne l'écoute, tu fais ce que on t'écoutera pas. Mais là, non. Là, tu as dépassé. Ça ressemble à l'ancien régime. On a bossé pendant 70 ans
allez, 79. La guerre, c'est mon âge, je le sais. 79, on a écouté toutes les conneries de ces fichus dictateurs. On a entendu toute la journée à la radio « Tchal Sarapose, Tchal Sarapose, on va vivre mieux, on va vivre mieux », à condition d'en prendre plein la gueule maintenant. Hein. Mais si vous travaillez, si vous en bavez, ben un jour on vivra mieux, vos enfants vivront mieux. Vos enfants, ils sont morts sur le bateau. Je pense qu'il y a un neurone chez ce président qui fonctionne. C'est celui-là. Il a très 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 bien compris que ça ne pouvait pas marcher un mètre de plus. Rentrer dans son bureau et leur dire on oublie tout, hein, il ne s'est rien passé, simplement les bonnes femmes, vous retournez à la maison, vous faites des gosses, et les autres, les hommes, vous allez travailler 62 heures. Or, il n'a plus que ça à dire. Et sans anticiper sur le débat, deux questions qui viennent à l'esprit, je pense, de tout le monde. Pourquoi il s'est mis dans cette situation et qui le soutient? Qui a vraiment le pouvoir derrière? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est les gros conglomérats du genre Samsung, etc. Est-ce que c'est évidemment... Bon, on sait bien que les Américains, avec les innombrables bases qui sont là-bas, jouent un rôle important, mais enfin, c'est pas eux qui, quand même, font l'essentiel de la politique. Enfin, je ne sais pas, je te pose la question. Donc, d'où tire-t-il à la fois la très mauvaise idée d'avoir fait ces conneries et qui fait qu'il est arrivé là et qu'il y est encore et qui pourrait amener un autre du même genre à lui succéder? Alors, il y a encore aujourd'hui à 8h15. Oui, c'est ça. Voilà, je ne jurerai pas. Qui a le pouvoir? J'ai diffracté. Bon, l'armée, évidemment. L'armée, évidemment. Veut dire, ils sont quand même arrivés très, 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 très vite. Et il y a quelques déclarations de généraux qui disent « Oui, c'était peut-être pas une bonne idée. On aurait peut-être pu réfléchir, etc. » Ce n'est pas le pouvoir politique, puisqu'on sait maintenant, enfin, il y a des descriptions des ministres de Corée du Sud qui étaient dans une réunion du Conseil des ministres, qui a duré 5 minutes, et au bout de 5 minutes, il est parti. Et ils l'ont entendu faire son interview télévisée dans la pièce d'à côté. Donc ils s'en foutent. Ils n'étaient pas au courant. Oui. Le mec sort du bureau pour aller proclamer l'état d'urgence, et les ministres qui sont là, dont l'armée, dont la police, ils ne savaient pas. Donc le gouvernement est purement décoratif. Alors, bon, déjà, en Corée du Sud, c'est le président qui a le pouvoir technique. Hein. Le Premier ministre, rien du tout. Le Premier ministre ne dirige que la moitié des ministres, en plus. La preuve, il n'y a pas de preuve là-dedans. Un argument fort que j'utilise, c'est la façon dont il a inclus et traité la Corée du Nord dans sa déclaration débilissime. Et la réaction, la non-réaction de la Corée du Nord pendant une bonne semaine, qui est la même que celle quand le crétin Bush, le petit Bush, avait inventé l'axe du mal. Et au bout de l'axe du mal, il avait mis la Corée du Nord. Ils étaient tombés du tabouret, les Coréens du Nord. Mais qui se confond là-dedans? L'Irak? Il ne sait pas où c'est sur la carte. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? L'Irak et l'Iran, enfin bref, peu importe. Ils n'ont pas compris du tout ce qu'ils faisaient là. Ils n'ont toujours pas compris. À part que qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Ils ont compris le coup des armes de destruction massive. Donc eux, maintenant, ils en ont des vrais. Et ils les garderont. Pour ce coup-ci, il les a mis dans le coup avec des injures absolument terrifiantes. Un président ne devrait pas dire ça. Qui fait qu'ils n'ont pas compris. Et les deux réactions depuis hier, et quelques trucs officiels, bon, il y a ceux qui répondent en général tout aussi vertement en disant c'est toi-même, pauvre con, voilà, ce genre-là. C'est leur boulot. Et les autres, il y a des textes qui disent maintenant on ne comprend pas du tout ce qui se passe. La dernière fois qu'on a eu des contacts, on avait proposé une rencontre. Ce qui n'est pas vrai non plus. C'est-à-dire que dans tous ces éléments-là, les femmes d'un côté, le Séoul et la suite de l'autre, il faudrait rajouter bien entendu la Corée du Nord. Et sans m'étaler trop longtemps, je fais qu'une seule phrase, la Corée du Nord vit maintenant sous le rythme de son 8e congrès, qui fait l'essentiel de rajouter là-dedans. Et le 8e congrès a été... Alors, si je vous dis que c'est pour moi, ça a été une grande déception, vous direz qu'ils ne pas vous foutre. C'est une déception, on en attend grand-chose. Voilà. Mais simplement, j'avais été tellement content du 7e congrès
qui était le premier depuis 35 ans. Et c'est très très grave, un régime socialiste sans congrès, parce que c'est quand même l'autorité. Les réunions du comité central, c'est entre les réunions du congrès. On les numérote même. Et donc il n'y a pas eu de réunion du congrès depuis... Là, il y en avait une, et ils avaient accordé ce qu'ils appelaient... C'était pas l'indépendance, c'était l'autonomie. Disons à peu près le mot autonomie à toutes les entités. C'est-à-dire entreprises, communes populaires, universités, etc. Tout le monde y avait droit. Et elle était réelle. Enfin, là où je suis allé, là où j'ai visité, et là où je m'arrange pour retourner tout le temps au même endroit, comme les endroits où je vais, où je prends les prix dans le magasin, le même truc au même endroit, pour voir comment ça bouge. Ce que fait n'importe quel économiste, hein, c'est pas du tout compliqué. Et ça avait vraiment, vraiment fonctionné. 8e congrès, pouf, patatras. 2 décisions. La première, c'est que le parti du travail n'est plus le parti des travailleurs, c'est le parti du leader. Mais on fait un truc tripartite, il y a le parti du leader, et il y a le leader, le parti du leader et le gouvernement, qui a une promotion technique réelle qui existe. Et la deuxième chose, c'est le grand leader qui parle, hein, aucun objectif majeur ou mineur du plan quinquennal n'a été accompli. Cherchez l'erreur c'est l'autonomie. Donc on arrête. Le seul endroit, encore une fois, je fais des formules trop rapides, hein, le seul endroit où il semble que ça n'ait pas été appliqué, la réforme n'ait pas été remise en cause, c'est justement à la campagne, la dernière réforme qui a tout rassemblé en ce qu'on appelle maintenant des communes populaires, qui est à peu près le contraire de ce que c'était chez les autres. La commune populaire, c'est pas un immense machin avec tout le monde, c'est au contraire un rassemblement de 2-3 villages. C'est-à-dire quelque chose de tout petit, où on peut se prêter, il suffit d'un tracteur, on se le prête, etc. Donc ça a été un vrai boom à la campagne, et c'est quand même l'immense majorité de la population. Donc il ne faut pas être entièrement négatif. Ils ont mis fin à ça ? Non, pas à la campagne. La campagne, ils n'y ont pas touché. Et dernier point, il n'y a pas eu une seule déclaration positive du Nord vis-à-vis du Sud depuis je ne sais plus quand. Ils ont coupé les routes, ils ont coupé les rails. On ne pouvait pas les prendre, mais ils ont coupé. Ils ont enlevé tous les panneaux, etc. Tout ce qui avait été fait de façon très, très, très limitée quand les 2 présidents se rencontraient. On baptisait la route de l'amitié, ou le pont de la prochaine rencontre. Enfin, bon, c'était pas méchant, mais c'était gentil, quoi. Tout ça a été supprimé. Et tous les lieux où Kim Dae-jung et Roh Moo-hyun ont rencontré les présidents nord-coréens ont été plastiqués. Et de toute façon, les Nord-Coréens n'ont aucune confiance en les Sud-Coréens, et les Sud-Coréens, je donne la parole, à mon avis, nous, les jeunes Nord-Coréens, s'en fichent totalement. Des Nord-Coréens. De la division. De la division. On est un pays indépendant. La Corée, peut-être les autres, ils verront plus tard. Je l'avais raconté la dernière fois, mon propre fils coréen n'est jamais venu en Corée du Nord avec moi. Il a le passeport, hein. Il n'est jamais venu en Corée du Nord avec moi. C'est faisable Ah bah oui, il est français. Ah d'accord. Il est aussi coréen. Non, il peut le faire, on a toutes les autorisations. Il n'est jamais venu en Corée du Nord. Il ne veut pas. Non, il s'en fout. Il ne veut pas y aller, il préfère aller passer 15 jours à Jeju-do. Et alors, j'ai pris son exemple, mais c'est parce que c'est un argument d'autorité. Mais non, tous. Les jeunes Coréens, à part la petite frange ultra politisée pour laquelle j'ai une admiration fabuleuse, sont là. Mais les autres essaient de gagner, essaient d'apprendre ce que veut dire le temps libre aujourd'hui, et pas les 62 heures que veut leur donner le président. Oui, ça c'est un aspect que on va passer tout de suite la parole à Stephen Chow, mais que j'aimerais bien qu'on évoque, parce qu'à mon avis, en plus, il est en rapport avec la question des écoles féminines d'élite. C'est l'obsession d'hyper-compétitivité qu'il y a dans cette société. Mais dans l'immédiat, Stephen, on va orienter le micro vers sa traductrice.
et qui va nous traduire les réponses de Stéphane. Comme on n'a pas beaucoup de temps, moi je préfère d'entendre vos questions sur l'actualité, sur ce qui se passe en Corée aujourd'hui, et comme ça je vais pouvoir mieux répondre à vos attentes, à vos besoins, à votre curiosité. Privilège de l'autre, je vais commencer par les questions que j'ai posées à Patrick. Donc, par exemple, pour le cas des révoltes des étudiantes, historiquement, pourquoi on a créé des écoles non mixtes spécifiquement pour les femmes et comment sont-elles devenues des écoles d'élite? Est-ce que ça a un rapport avec le mouvement social qui a lieu actuellement? Et l'autre question, c'est l'impact de l'hypercompétitivité, c'était la question finale que je posais à Patrick, sur les troubles, le désordre social, la prise de conscience, s'il y en a une, politique et sociale, non seulement des travailleurs, mais de la population en général en Corée du Sud. C'est mes trois questions. La troisième question, c'était... La troisième, c'est donc le problème de une société hyper compétitive. On a parlé de 80 heures descendues à 60. C'est des choses qui paraissent insensées en France. On a notre amie japonaise qui est là. Je crois qu'il y a des problèmes analogues qui se posent dans la société japonaise, mais qui ne débouchent pas forcément sur les mêmes situations. Mettre ça en rapport, y compris avec la question précédente, c'est-à-dire le problème historiquement, pourquoi, comment on a créé des écoles spécifiques, normales en quelque sorte, pour les filles, comment elles sont devenues des écoles d'élite, et pourquoi l'actuel pouvoir veut rompre la non-mixité, créer de la mixité dont les filles ne veulent pas. On peut encore avoir d'autres questions par rapport à l'actualité? Comme ça, il va pouvoir réagir en regroupant... On va peut-être répondre à celle-là, puis on va poser on va passer la parole au public après. 시간이 너무 없어서 그 코리아를 이해하려면 그 5,000년 단위민족 국가라는 걸 이해해야 돼요. Alors pour comprendre la Corée, il faut d'abord comprendre que la Corée est une nation d'homogène depuis plus de 5000 ans. Okay. 그리고 100년 전에 일제 식민지가 된 것을 이해해야 돼요. 그래서 il faut aussi comprendre de la période d'occupation japonaise il y a 100 ans à peu près. 그러니까 수천 년 역사를 가졌고 중세 때 우리가 선진적인 문화를 전수해 줬던 일본이 근대화를 빨리 해서 조선을 식민지로 만들었다는 것이 굉장한 충격이었던 거죠. C'est-à-dire qu'une nation qui a une longue histoire, plus de 5000 ans, qui a été envahie par un pays qui s'appelle le Japon, pour lequel la Corée avait donné des moyens le développement technologique de l'époque, au Moyen Âge, mais le Japon a répondu avec leur capacité d'industrialisation, ils ont répondu par occuper la Corée. Donc c'était un choc, c'était un grand choc pour la population coréenne. 5,000년 전에 호베우 샤방 교수도 얘기하는데 5,000년 전에 코리아는 지금 중국만큼 땅덩어리가 컸어요. 그만큼 다른 나라를 침략할 필요가 없었죠. Le professeur Robert Charvin, l'un des spécialistes de la question coréenne, il témoigne qu'il y a 5000 ans, la Corée était plus grande qu'aujourd'hui, c'est-à-dire la superficie à l'équivalent de la Chine aujourd'hui. Mais ça veut dire que la Corée n'a jamais attaqué les autres pays depuis. 그러니까 Puis le changement de la frontière. 일본에 우리는 문명을 전수해줬지. C'est-à-dire la Corée n'a jamais envahi le Japon ou d'autres pays à côté. Et au contraire, la Corée a donné plutôt la civilisation. 이번에 이 고시엔 야구 경기에서 교토의 국제학교 원래 이제 해방 이후 이 코리아 학교가 이제 나중에 이제 다른 일본인이나 다른 외국인들도 받아들이면서 국제학교가 되는데 거기서 고시엔 야구 경기에서 우승을 했거든요. 근데 그 교가에 보면 그런 내용들이 나와요. Au moment de concours de baseball au Japon,
qui s'appelle Koshien. C'est l'une des écoles coréennes à Kyoto a gagné le premier prix. Et cette école a été créée après la libération, où il y avait principalement les Coréens qui étaient là. Et dans le chant, la chanson de cette école, quand on lit les paroles, on voit tout cet esprit, toute cette histoire. 그러니까 그 코리아 반도에서 조선으로 동해를 넘어서 이렇게 우리가 같이 가서 함께 이렇게 문명을 이렇게 전수해주고 발전된 문명을 전수해주고 함께하는 그런 내용이 그 가사에 있어요. 그러니까 침략의 내용이 아니에요. C'est-à-dire que dans les paroles, il y a à aucun moment il y a pas de, on ne trouve pas de mots liés à un esprit d'invasion. C'est-à-dire c'est plutôt à partir de la péninsule coréenne, à travers de la mer de l'Est. Pour les Coréens, c'est ça, l'Est, la mer de l'Est. Donc on va vers le Japon pour partager la civilisation ensemble. 예, 코리아 반도가 여러 가지 계절이 좋고 삼면이 바다 그리고 굉장히 풍요로운 거예요. 그래서 외침을 할 필요 없고 외침을 많이 당했기 때문에 이 폐쇄적이었어요. La Corée a une richesse magnifique avec les 4 saisons et la terre fertile. Il y a la mer aussi, comme c'est une péninsule. Et la Corée n'a jamais besoin d'envahir ou d'aller plus loin. Mais ça veut dire qu'aussi les Coréens, ils étaient isolés, ils étaient enfermés parce qu'ils n'avaient pas besoin de sortir. 그래서 일본이 서구의 총이나 포와 같은 근대 무기로 무장하면서 조선을 식민지로 만든 거죠. Alors que le Japon avait besoin d'aller plus loin, comme c'était une île, ils avaient besoin d'aller vers l'Occident, d'avoir plus d'armes, d'avoir une technologie. 그래서 근대화를 빨리 해야 된다라는 의미로 여러 학교를 만들었는데 그 중에 하나가 이화여전이에요. Donc l'une des universités en question, c'est-à-dire l'université Iwa, c'est-à-dire d'élite des femmes, c'est une école qui a été créée avec l'idée de moderniser le pays, de l'élite pour créer des endroits pour former des élites des femmes. Pourquoi uniquement des femmes? Pourquoi non mixte? 근데 남성도 있을 수 있어요. 그게 왜 그러냐면 Parce que 여기 이렇게 기독교가 들어오면서 여성들이 그 부분을 적극적으로 받아들여요. 상대적으로 더. 왜냐하면 이 봉건 시대의 남존여비 사상에 의해서 상대적으로 억압을 많이 받았던 여성들이 당시 조선의 봉건주의에 반대하는 측면에서 서구의 이 종교적인 카톨릭이나 기독교의 그 문명을 받아들이는 과정이 근대화를 촉진시키는 측면이 있었던 거예요. Alors pour des raisons religieuses, parce que la religion a joué un rôle particulier dans l'histoire de la Corée. Dans le système féodal, les femmes qui ont été exploitées 2 fois plus, qui ont dû surmonter des doubles inégalités sociales, la religion, en quelque sorte, il battait contre le féodalisme. Et dans cette idée-là, avec l'esprit protestant, les femmes, ils étaient plus ouverts pour la religion. 서구의 제국주의가 식민지를 지배하기 위해서 먼저 선교사라든지 또 그러니까 그 학교를 짓거나 병원을 짓는데 그 학교를 짓는 측면에서 여성들과 관련된 이화여전과 그 다음에 병원과 관련해서 세브란스 병원 이런 것들을 지으면서 이렇게 들어오기 시작하는 거예요. 제국주의 세력이 천병으로 이렇게 뚫고 들어오는 거예요. En fait, c'est une méthode des forces impérialistes aussi d'envoyer leurs missionnaires ou construire des écoles, des hôpitaux avant que la religion arrive, préparer les terrains sur place. C'était l'une des... Quand tu parlais de religion, c'était la religion importée, le protestantisme. C'est ça, et catholique aussi, donc ça fait partie en général. Mais des occidentaux. Ouais, le cas particulier, donc l'exemple, c'est l'université de Liwa comme une école, et d'autres, c'est l'hôpital qui s'appelle Severance, mais celui qui a aussi créé une autre université mixte aussi, mais en tout cas ça faisait partie du travail. 근데 이제 그보다 더 중요한 거는 그 과거에 도요토미 히데요시 중세 때 일본이 임진왜란 이렇게 해서 들어온 그때 이순신 장군 뭐 이렇게 임진왜란 측면이 하나가 있고 그 다음에 가보농민전쟁 1894년 가보농민전쟁의 그 동학운동이 있고 그 다음에 그것이 1919년에 3.1운동으로 계승되는, 즉 다시 말하면
그 조선시대 임진왜란은 격퇴했지만 나중에 일제 식민지가 되는 과정에서 농민들의 저항과 그 다음에 전체 민중들의 저항 이런 과정이 그 중요했어요. 그 과정에서 이화여전이나 세브란스 이런 말고 보성전문 이런 민족주의 대학도 만들어져요. Et je voudrais rappeler aussi les trois événements historiques. Ça peut être la relation entre la Corée et le Japon, mais pas seulement. Ça parle aussi de l'esprit de la résistance du peuple coréen. Déjà sous la dynastie, au moment de l'époque de la dynastie Joseon, au moment de l'attaque, l'invasion japonaise en Corée, avec le marin, avec le général, les Coréens, ils ont réussi à chasser les Japonais. Et ensuite, à la fin du 19e siècle, plus exactement en 1894, au moment de la révolution, la révolte des paysans contre l'invasion des Japonais. Et ensuite, en 1919, c'était le 1er mars 1919. Ces trois événements montrent l'esprit de la résistance de la population coréenne. Mais à travers ces événements, non seulement les universités dont je vous ai parlé auparavant, il y avait aussi une école nationale plutôt indépendante, comme le cas de Bosan, a été créée en Corée. 그리고 1917년 10월 혁명의 영향으로 그 아까 그 민족주의 학교의 공동주의, 그러니까 막스레닌주의 사상이 전파되면서 많은 공동주의자들이 배출이 되고, 그리고 1919년 3.1운동의 실패로 만주 지역, 아까 얘기했던 만추리안, 만주 지역에서 무장투쟁을 전개하는 거예요. 이 운동이 처음에 민족주의자들이 주도하다가 나중에 공동주의자들이 주도하게 되고 그 핵심이 김일성 장군, 김일성 주석인 거예요. 그에 기초해서 DPRK가 출범하게 되는 거예요. Pour parler brièvement de l'histoire de la Corée, donc après... 제가 잠깐만요. 기억이 처음이 뭐였죠? 1917년 러시아혁명. Avec les influences de la révolution d'octobre en 1917, dans cette école dont je vous ai parlé, l'école de Bosan, il y avait pas mal de marxisme, léninisme ont été appliqués et des communistes qui ont commencé à travailler dedans. Et 그다음은 뭐였죠? 그러니까 만주에 가서 무장투쟁을 한 민족주의 운동이 주도하다가 l'autre élément, c'est que donc c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les nationalistes et bien sûr avec une partie des communistes, ils sont allés en Mandchourie pour lutter contre l'occupation japonaise. Et avec cette lutte armée, et commencée par les nationalistes, mais plutôt le noyau dur, c'était des communistes, ils ont gagné cette lutte de résistance. Et ils ont créé la RPDC aujourd'hui, actuelle. Et le leader de ce mouvement était donc le premier président de la RPDC, Kim Il-sung. 여기 프랑스처럼 공동주의자들이 레지스탕 무장투쟁을 주도했기 때문에 해방 이후 그 북한한 모든 조선 민중들의 70%가 사회주의를 지지했어요. Comme le cas de la France, comme ce sont des communistes qui ont mené la résistance française dans le CNR. Donc après la libération, c'était normal de voir l'opinion publique se glisser vers cette force qui ont sauvé la patrie. 미국이 히로시마 나가사키에 원폭을 투하시키고 항복을 받으면서 코리아 본도 38도 이남을 점령할 수 있는 권한을 가지고 들어와요, 점령군으로. Avec le bombardement des Américains à Hiroshima et Nagasaki, les Américains, ils ont heureusement eu la chance d'avoir le droit de diviser le pays, la Corée, 38e parallèle. Ils ont tracé le 38e parallèle de façon artificielle et ils avaient le droit d'entrer dans le territoire sur le sol sud-coréen. 그리고 여기 히틀러 치하의 빼땅 정권 같은 괴뢰 정권, 대리 정권을 세운 거예요. 그 이승만 정권이에요. Le premier gouvernement Seungmaneri en Corée du Sud, le premier président, lui c'est l'équivalent du gouvernement Pétain de Vichy sous le Hitler. 그리고 그 정권이 이승만 정권이 무너진 게 1960년
민중들의 Dans les 투쟁인데 années 이것을 60, 그 다음에 박정희라는 군사 쿠데타로 뒤집은 거예요. Dans les 다시 années 역시 배후에 60, 미국이 있는 avec 거고요. une révolte, l'insurrection populaire contre cette marionnette, ce gouvernement est tombé, mais juste un an plus tard, le premier dictateur Park Chung-hee, il est arrivé. 그리고 20년 뒤에 1979년 아. 이제 부산 마산 지역의 민중들을 비롯해 전체 민중들의 투쟁이 고조되니까 이 박정희를 김재규를 통해서 죽이고 그 뒤에 준비했던 전두환을 중심으로 다시 군사 쿠데타를 일으킨 게 1980년 5.17 군사 쿠데타예요. Et on a vu déjà le premier coup d'État militaire en Corée du Sud, c'était le 17 mai en 1980. L'époque, donc le président qui a pris le pouvoir en 61, il avait toujours gardé, donc pendant 20 ans, c'est lui qui a possédé le pouvoir en Corée du Sud. Et on a vu, dans les années 80, on a vu les mécontentements, la colère de la population, les travailleurs et la population commençaient à se mobiliser. Donc, ils ont vu que ça allait pas marcher, il fallait changer quelque chose. Donc, le bras droit du président Park Chung-hee, il s'appelait Kim Jae-gyu, l'agent du CIA, lui, il a assassiné. Donc, il a assassiné le président, mais c'est dans un plan de remplacer Park Chung-hee par quelqu'un d'autre. Donc, celui qui est arrivé au pouvoir, donc il a toujours continué la politique dictatoriale. 지금 그 한국의 윤석열 쿠데타를 잘 이해하려면 Pourquoi je parle de tout ça, c'est pour 1980년 comprendre le coup d'État actuel. 1980년 5.17 군사 쿠데타에 맞서가지고 광주에서 시민들이 무장 투쟁을 해서 한 일주일 정도 거기를 해방구로 만들어요. Peut-être vous avez déjà entendu parler de la commune de Gwangju, qui est lieu le 18 mai en 1980, c'est-à-dire c'était au moment que la population a appris le coup d'État du 17 mai, donc juste le lendemain, la population de la ville de Gwangju, ils sont révoltés, ils sont descendus dans la rue pour parler... pour condamner le coup d'État. 그 쿠데타 군에 의해서 잔인하게 물론 진압이 되지만 그 불씨가 계속 이어져서 7년 뒤인 1987년에 민중들이 전국적으로 들고 일어나서 결국 전두환 군사독재 정권의 치명타를 안기고 군사 정권은 그 자기들이 다음 대통령을 뽑았는데 그거를 민중들이 직접 직선제로 뽑을 수 있는 부르주아 민주주의의 초보적인 수준이긴 하지만 그런 민주 선거 제도가 그때부터 도입하게 되는 거예요. 1987년. Donc en 80, même si que la révolte de Gwangju a été massacrée et fini par céder la place au dictateur 전두환 qui a remplacé donc le président Park Chung-hee. Mais il y avait quand même des conséquences majeures dans la démocratisation du pays. C'est-à-dire 7 ans après, en 1987, 전두환 ne pouvait plus tenir debout parce que les gens commençaient à se mobiliser et il y avait quand même une prise de conscience importante. Et c'est seulement en 1987 que la population a eu le droit de vote pour la première fois dans l'histoire, même si ça a été très limité. En tout cas, c'était plus le dictateur qui désignait son successeur. 그러니까 17번째 쿠데타, 45년 만에 쿠데타인데 그동안 이런 수많은 쿠데타를 통해서 체포, 고문, 그리고 살해, 학살 이런 그 고통을 이겨내며 맞서 싸운 민중들의 투쟁이 힘이 강하기 때문에 이번에 6시간 만에 그 쿠데타가 결국은 실패하게 민중들의 투쟁이에요. Ce coup d'État a eu lieu donc pour la première fois depuis 45 ans et le 17e fois dans l'histoire de la Corée du Sud. Et heureusement, il y avait la population, les citoyens qui ont réagi tout de suite. On a heureusement échappé au pire. Sinon, ça aurait pu dégénérer dans une situation vraiment chaotique. 그 계엄을 하려면 그 앞에 이유가 있어야 되는데 그 중에 하나가 전시예요. Alors, pour décréter une loi martiale, il faut quand même remplir quelques conditions. L'une des conditions. On est revenu au coup d'État actuel. Oui. 그래서 그걸 만들려고 지난 10월에 평양상공에 무인기를 띄워가지고 삐라를 살포한 거예요. 근데 북에서 참았어요. 그리고 나서 l'une des conditions importantes, c'est d'avoir une circonstance nouvelle, surtout liée à la guerre, au conflit.
Et donc, ils ont déjà envoyé en octobre dernier, le gouvernement sud-coréen, ils ont envoyé les drones sans pilote à Pyongyang pour provoquer une attaque nord-coréenne contre la Corée du Sud. 오물풍선은 남측에서 먼저 보냈고 Alors, par rapport aux 북에서도 ballons, 대응해서 보내는 l'histoire des 건데 ballons, c'est pas la Corée du Nord qui a commencé. Ce sont des Sud-Coréens qui ont lancé C'était une provocation. Ouais, c'était une provocation et la Corée du Nord, Pour donner un prétexte au coup d'État. Oui. 그래서 그런데 그 저쪽 북에서 보내는 그 오물풍선 보내는 곳을 여기서 타격한다. 비행기에서 폭격을 한다. déjà, 이렇게 명령을 내렸는데 그걸 거부한 거예요. Yoon, 남측의 군대가 국방부 장관이 명령했는데 합참에서 거부했어요. et donc plus précisément le ministre de la Défense à l'époque, en mois d'octobre. Celui qui a essayé de se suicider, là? Oui, mais bon, ça on en parlera tout à l'heure. Mais lui, il a ordonné une attaque, il aurait ordonné de l'attaquer l'origine de l'envoi des ballons, c'est-à-dire c'est la Corée du Nord, mais c'est l'état-major qui a refusé. 전부 북이 정말 초인적인 인내로 전략적 인내로 참은 거예요. 일체 대응을 안 한 거예요. Donc la Corée du Nord a vraiment patienté. Et ça s'appelle en coréen la patience stratégique. Hein. Donc la Corée du Nord n'a pas réagi. 그러니까 근데 12월 달에 지금 윤석열과 그 아내 김건희의 부정부패가 정말 심각해서 명태균 게이트라든지 이런 걸로 너무 심각해가지고 국회에서 특검이 통과되고 탄핵이 결정되기 직전이었어요. 그게 12월 10일이거든요. 그래서 그 일주일 전에 더 이상 안 되겠다 해서 전시가 아닌데도 불구하고 비전시 계엄을 한 겁니다. Donc normalement la loi martiale c'est en temps de guerre, on peut décréter une telle loi martiale. Mais pourquoi le 3 décembre, qu'est-ce qui a poussé à Yoon de décréter cette loi martiale? C'est parce qu'il était vraiment dans une crise profonde. Et le 10 décembre, normalement, il y a à l'Assemblée nationale une enquête spéciale contre la corruption de sa femme, Kim Gon-hee, où on parle aussi de Myeongtaegun Gate. C'est le Myeongtaegun, c'est l'une des personnes qui aurait donné beaucoup d'influence pour désigner des personnalités ou des candidatures. En tout cas, tout ça parle de la corruption. Et donc la destitution était attendue le 10 décembre. Donc pour Yoon, il avait besoin de prendre une décision préalable. 1987년 투쟁을 통해서 헌법에 이 대통령이 계엄을 선포해도 국회에서 과반 이상이, 그러니까 300명 중에 150명 이상이 반대하면 해제를 의결할 수 있어요. 그러니까 국회에서 그 해제를 의결하지 못하도록 막아야 되는데 그러기 위해서 이 쿠데타 세력이 특수부대를 투입을 했어요. Alors l'un des résultats du mouvement pour la démocratisation du pays, c'est en 1987, selon la constitution de 1987, lors de l'imposition de la loi martiale, si la majorité, c'est-à-dire 150 députés sur 300, ils votent la levée de la loi martiale, donc dans ce cas-là, la loi martiale n'est plus valable. Et donc, pour empêcher ce scénario, ils ont envoyé l'unité spéciale. Yoon a envoyé l'unité spéciale pour empêcher que l'Assemblée nationale se réunisse. 근데 이 특수부대가 헬기를 타고 가는데 Alors, 그때 눈바람이 몰아친 거예요. 지상이 악화돼가 헬기가 못 떴어요. En fait, l'hélicoptère. 그래서 48분이 늦었어요. L'hélicoptère où l'unité spéciale se trouvait a décollé avec du retard à cause du mauvais temps. Et donc, ils ont eu 48 minutes de retard. 그래서 국회의원들이 국회에 들어갈 수 있었고 해제를 의결하게 된 거예요. Les législateurs, donc les députés, ils ont pu se réunir à l'Assemblée nationale, ils ont levé la loi martiale, ils ont voté pour la loi. L'unité spéciale, c'est en fait ce qu'on appelle chez nous les forces spéciales, c'est les militaires chargés des sales besognes violentes. C'est ça, pour tuer. Là, ils les ont envoyés contre les députés. 근데 그 특수부대가 윤석열 부대. 네, 그러니까 윤석열 부대인데 그게 이제 거기 국회의원들을 막으려고 했던 거. 그러니까 부대가 3개가 있는데 일단은 그 국회에서 의결하지 못하도록 국회를 막는 게 있었고. Alors donc l'unité spéciale, donc les forces spéciales, ils étaient mobilisés pour 3 choses. D'abord, il fallait encercler l'Assemblée nationale pour que les députés n'y rentrent pas.
n'y 그리고 accèdent pas. 경찰들이 그 국회를 더 넓게 포위해서 못 들어가게 막았고 시민들이나 Mais il y avait quand 저기 même la 국회의원들. population qui était présente déjà. Autour de 그리고 la- 또 다른 특수부대가 Et 곳곳에 l'autre 있으면서 force spéciale, 중요한 국회의원들을 체포하려고 그랬어요. ils étaient là pour arrêter les parlementaires, arrêter les députés. 근데 중요한 거는 그 국회에서 계엄령 해제를 의결하는 순간 Mais 완전히 au 국면이 moment- 바뀐 거죠. Au moment où les députés, donc 190 députés, ils ont voté à l'unanimité à la levée de la loi martiale, tout le projet ne tenait plus. 오케이. 그리고 그 시민들이 그 국회를 에워싸면서 그 La vraie 총구를 두려워하지 않고 C'était la population. 맞서 싸운 영웅적 투쟁이 있었죠. Vraiment la lutte, le combat héroïque du peuple coréen, de la citoyen, c'est ça qui a sauvé le pays. 그리고 나서 그 이게 12월 3일 날 있었던 건데 12월 7일 토요일 날 100만 명의 시민들이 모여서 Donc ça s'est passé le 3 décembre. 윤석열 Ensuite, le 탄핵 7, 투쟁을 1 촉구한 거, million de la 탄핵을 population 촉구한 est 것이고 descendu dans la rue. 근데 국회에서 아, 탄핵을 세우나. 하려면 3분의 2가 돼야 되는데 5석이 모자라 가지고 Mais la 195석으로 décision 좌절된 거예요. n'a pas été adoptée parce qu'il manquait 5 sièges, 5 Vosges. 그리고 내일 토요일 날 다시 탄핵을 donc, 의결하게 되는데 demain, 이번에는 c'est un 될 samedi. 것 같아요. Mais demain, on a plus de chance de 왜냐하면 voir la 이 destitution du président parce que 와중에 특수부대라든지 그 여러 이 경찰 간부라든지 많은 사람들이 이 자기들이 잘못한 걸 il y a déjà des 알고 témoignages 자백을 한 거예요. des 방송에 나와서 officiers, 자백을 하고 des 새로운 hauts 사실들이 grades, 많이 알려지게 des 된 거죠. militaires, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. Ils sont en train de témoigner, donc ils font les aveux. 그리고 어저께 윤석열이 담화를 Hier, 발표하면서 Yoon, président, a fait un discours. 야당들의 Dans son 민주주의를 allocution, 지키는 투쟁을 광란의 칼춤이라고 얘기했어요. Il disait qu'il 광란의 칼춤. il a qualifié la mobilisation populaire et la participation, la présence du Parti démocrate comme une danse du sabre délirante, 그러면서 en disant 이 반국가 세력들과 자기는 끝까지 싸우겠다라고 얘기한 거예요. battrait jusqu'au bout contre ces forces anti-étatiques. 이 여거는 두 번째 계엄을 하겠다는 Mais 겁니다. ça veut dire, ça montre sa volonté de ne pas hésiter à décréter la deuxième tentative de deuxième loi martiale. Est-ce qu'il peut le faire sur quelle force 근데 il 그게 peut s'appuyer 가능한가요? pour 그게 essayer 힘이 ça? 없는데 어떤 힘이 아, 맞습니다. C'est 예리한데. vrai, c'est vrai. C'est... 그러니까 지금은 대통령이 힘이 없어도 Le 어쨌든 président n'a pas 국군 de 통수권자는 base. Mais 대통령이라는 le 게 problème, 12월 9일 국방부 대변인의 확인이고요. le 12 décembre, oui, c'est hier, le porte-parole du ministère de la Défense, il a quand même confirmé que malgré tout, c'est le président qui est le commandant suprême aujourd'hui, 그리고 미 국무부 대변인도 juridiquement. 바이든 대통령의 카운터파트는 윤석열 대통령이다 이렇게 명확하게 Et 확인해 le 준 거예요. porte-parole du département d'État des États-Unis, il a aussi confirmé que l'interlocuteur de Biden est Yoon Suk-yeol, qui est le président aujourd'hui en Corée du Sud. 2차 계엄을 하려면 국지전이 벌어져야 돼요. Mais 국지전, 전쟁. la tentative de la deuxième loi martiale n'est possible qu'en cas de guerre, qu'en temps de guerre. 그런데 오늘 오늘 어떤 일이 벌어졌냐면 국회에서 누군가가 증언을 했는데 이 사람은 한국의 대표적인 개혁 유튜버예요. 공영방송 수준이에요. Une personnalité qui est très connue, qui a une chaîne YouTube, qui a beaucoup d'influence dans la société coréenne, il a fait un témoignage, donc il a fait un discours à l'Assemblée nationale. 뭐냐면 남코리아에 있는 한국에 있는 어떤 대사관에서 자기한테 정보를 줬는데 이 윤석열 정부가 false flag, 가짜 깃발 작전, 즉 북한군이 이른바 북한군이 내려와서 여당 대표를 암살하는 그런 충격적인 사건을 조작해서 실제로는 북한군이 아니고 이른바 북한군이 아니고 한국군이죠. 한국의 특수부대인데 그런 것을 하려고 한다라는 것을 대사관을 통해서 들었어요. 그 사실을 국회에서 오늘 폭로한 겁니다. Il disait que donc il a eu cette information par une piste plutôt de l'ambassade qui fait l'ambassade. Il n'a pas précisé le pays, mais le pays qui fait partie d'un pays allié de la Corée du Sud. Et lui, il disait que Yoon aurait préparé un plan, une opération sous fausse bannière.
c'est-à-dire qu'ils avaient programmé il y avait un plan d'assassinat du président du parti au pouvoir, le PPP, du parti du président, mais et après de dire que ce sont des Nord-Coréens qui sont venus pour tuer donc pour créer une provocation. 근데 미 하원 외교위의 그 연방 하원의 셔먼 의원이라는 사람 15선 15번이나 당선된 코리아 전문가인데 이 사람이 한국 방송하고 인터뷰한 것도 공개가 됐는데 그 내용을 보면 네. 주한미군이 북하고 전쟁을 한다면 주한미군은 개입하겠지만 한국 정부가 자작극, 가짜 깃발 작전으로 자작극을 벌려서 할 때는 우리가 그것은 반대하고 그것을 전 세계에 우리가 알릴 것이다라는 인터뷰 내용을 해요. 아주 중요한 인터뷰 오늘 있었어요. Et parallèlement, aujourd'hui, un député américain, Brad Sherman, qui est connu, qui a pas mal de l'influence aux États-Unis, il a fait une interview avec une télévision sud-coréenne en disant que les soldats américains, donc en parlant de la base militaire américaine en Corée du Sud, les soldats américains, ils sont prêts à se battre contre une attaque d'ennemis, mais ils n'ont pas besoin de se sacrifier à une opération une opération de sous faux drapeau rouge. Ouais. Donc ça veut dire que ça complète les témoignages à l'Assemblée nationale. Alors, si les Américains les lâchent, 근데 미국이 ce 여기서 pouvoir actuel, l'armée, etc., qu'est-ce qui peut se passer? 어떤 일이 벌어지나요? 미국이 오케이. 여기서 윤석열을 이제 그러니까 포기하면. 미국이 이 쿠데타를 알고 있었다는 건 일단 객관적으로 확인됐고. Alors, déjà, je voudrais préciser que les États-Unis étaient au courant du plan du projet du coup d'État. 두 번째는 De la loi, 한국의 윤석열 정부가 마르시알. 가짜 깃발 작전을 꾸미고 있다는 것을 미국이 알고 있다고 한 것이기 때문에 역시 그것도 확인됐고요. Et deuxième élément, c'est que les États-Unis étaient au courant parce que, comme ce député le témoigne, que les États-Unis étaient au courant du plan de l'assassinat du président du parti au pouvoir. 그런데 과연 이 쿠데타가 미국에 반해서 한국 정부가 꾸민 것이냐, 미국에 반해서 자체적으로 한 것이냐라는 데는 우리는 그렇게 Moi, 생각하지 je me 않습니다. demande, est-ce que ce coup d'État, donc à travers l'imposition de la loi martiale, est-ce que cette tentative de coup d'État est seulement entre les mains des Sud-Coréens, c'est-à-dire Yoon ou ses copains, ou alors, moi je ne crois pas. Je pense que les États-Unis ils étaient au courant. Le pays est sous domination, y compris la classe politique au pouvoir américaine. Mais est-ce que pour autant on peut dire que les Américains sont impliqués? Bon, a priori ils doivent à peu près savoir tout ce qui se passe en Corée du Sud, mais excuse-moi, on va laisser. Il y avait Patrick semblait pas convaincu, donc peut-être que tu as un commentaire à faire là-dessus. Je suis totalement opposé à ces versions de la gauche sud-coréenne depuis 40 ans. Toujours à côté de la plaque. Les Américains, oui, j'en pense la même chose que vous. Ok, dès qu'ils peuvent mettre la pagaille quelque part dans leurs intérêts, ils le font. C'est pas pour ça que c'est eux qui n'ont pas voulu repeindre mon couloir. Oui. Je veux dire, il y a des choses lesquelles... on ne peut pas faire non plus des individus, je veux dire, le rôle privé, personnel d'un président qui part complètement en berzingue, ça peut aussi arriver. Il ne s'est pas forcément appuyé sur un grand mouvement. Ce que je sais, c'est deux choses. D'abord, que le pouvoir habituel, ou avec les militaires, les flics et les grands patrons, il y a longtemps que ça ne fonctionne plus comme ça en Corée du Nord, et il y a longtemps que les grands patrons qui ne sont pas mes amis, Corée du Sud, qui ne sont pas mes amis, en ont marre de cette confrontation avec la Corée du Nord, et ils aimeraient bien que les choses s'arrangent, parce qu'ils voient qu'il y a un grand, grand gâteau qui leur passe sous le nez, c'est-à-dire un peuple travailleur, sous-payé, aussi bon que les leurs, qu'ils arriveraient à faire travailler aussi bien pour 10 fois moins cher. Ils en rêvent. Et ça, c'est du concret.
C'est pas de l'idéologie. Mais alors, quelles sont les forces qui sont derrière deuxième chose. Les actuels putschistes, si on peut dire? Pas celles qui sont désignées. Mais je ne crois pas qu'il y ait des forces derrière les putschistes. La droite présidentielle va voter pour sa destitution demain ou après-demain. Parce que c'est les premiers qui sont embêtés, ils ont une épine dans le pied, ils veulent s'en débarrasser, quitte à perdre le pouvoir pendant 2 ans, parce qu'aux prochaines élections, ils regagneront avec les mêmes. Je vous rappelle qu'au moment de Gwangju, le moment où l'histoire de la Corée du Sud a tourné, cet épouvantable massacre de Gwangju, si vous allez sur YouTube, il y a un film qui s'appelle Le Pétale, qui est un film remarquablement fait par Tae-yoon et Jang Son-woo. J'étais là-bas sur place quand il était tourné. A été le peuple de Gwangju, emmerdé depuis 5000 ans d'histoire, écrasé par les autres, a été massacré par l'armée sud-coréenne, c'est-à-dire Chondowan et Notaewu. Là, pourquoi c'est le truc le plus important et pourquoi la version du sud de la gauche est problématique? C'est la première fois qu'on peut voir clairement, sans aucune hésitation, des Sud-Coréens assassiner des Sud-Coréens. C'est ça qui est gravissime. Des soldats sud-coréens fascistes, bien sûr, pas des travailleurs, et assassiner des gens de la ville. C'est ça qui est épouvantable. Et qu'est-ce qu'a raconté la gauche à l'époque? Je suis désolé, j'y étais. C'est parce que les Américains sont derrière, c'est parce que les Américains ont laissé les soldats de la frontière quitter leur poste et aller massacrer la ville derrière et tout. Pipeau! La dictature de Corée du Sud avait une relative autonomie pour aller faire ce genre de choses et massacrer une ville dont le soulèvement était, lui, extraordinairement dangereux, parce que ça se répandait partout dans tout le pays. Tous les étudiants mettaient des affiches extraordinaires dans tout le pays. Il n'avait pas besoin de s'appuyer sur les Américains. Social, économique repose cette dictature, justement, indépendamment du contrôle ou du non-contrôle américain. Et parce que là, on est dans une phase révolutionnaire, apparemment, quand même, insurrectionnelle peut-être pas, mais où il y a un bouleversement important avec une lutte entre des forces sociales qui s'affrontent. Alors on le voit à peu près les forces populaires, mais qui affronte-t-il? C'est pas juste un cinglé, un abruti qui a été désigné comme président, quand même. Il serait pas. C'est une explication un peu simpliste, quand même, ça semble-t-il. D'abord, un président. Pardonne-moi, mais un président a le droit d'être con, hein, c'est autorisé, c'est légal. Pas de nom. Non, mais c'est comme Macron, il s'est pas élu tout seul, tu vois, et ainsi de suite. Le mec, il y a des gens derrière, ou en tout cas, il représente des forces. D'accord, il m'a pas téléphoné hier soir pour m'annoncer ce qu'il avait fait. Oui. Dire simplement que dans la logique du pouvoir tel qu'il a pu l'apprendre, et pas sous une dictature, il a été élu par des gens qui ont consciemment voté pour lui, avec des discours qui étaient déjà très d'extrême droite. Mais qui ont voté pour lui. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, donc c'est pas une dictature. Qui c'est ces gens? Là, c'est la population. Là, tu parles du pouvoir qui est derrière. Quelle part de la population, justement, puisqu'apparemment les travailleurs, etc., n'ont pas un intérêt spécial à voter pour lui? Non. Bon, oui, mais Macron n'a pas été élu par le 16e arrondissement, ça veut rien dire. Non, mais c'est plus compliqué que ça, l'histoire. Mais on voit à peu près quelles sont les forces sociales qui sont derrière Macron. Tandis que là, la droite d'accord, la droite et l'extrême droite, mais la droite et l'extrême droite ne l'ont pas élu pour se faire ce genre de conneries. Oui, il a déraillé par rapport au mandat moral qu'il avait par rapport au peuple, et l'extrême droite va s'en débarrasser dans les heures qui viennent. Bon, là, solide, liquide ou gazeux, mais il va sauter. Il est un problème pour son camp. Il va pas tenir. On va revenir là-dessus, et éventuellement s'il y a des questions du public, on va en parler. Mais là, je vais passer la parole, sans le montrer, à notre camarade spécialiste de l'ex-Union soviétique qui revient de Géorgie. Parce que je tenais à ce qu'on fasse un parallèle. On va voir qu'il y en a peut-être plus d'un. Et oui, parce qu'il nous a déjà décrit les forces politiques, sociales, économiques opposées en Géorgie, un tout petit pays, etc., dans une situation complètement différente. Et j'aimerais qu'il nous parle brièvement de ce qui a amené à la situation actuelle, encore très incertaine. Il nous semblerait que cette tentative de révolution colorée, la énième, échoue, mais on ne sait pas encore. Mais est-ce que tu peux, par comparaison avec ce qu'on a décrit de la situation coréenne, complètement différente,
mais nous expliquer qu'est-ce qui a amené le pouvoir actuel dans une situation où il est sous le feu des critiques évidemment occidentales, où il y a des manifestations manifestement orchestrées d'ailleurs par les États européens et les États-Unis, qui ne s'en cachent pas du tout, là par contre, là c'est très clair. Hein. Donc bref, un petit mot sur le contre-exemple, mais qui n'est pas totalement un contre-exemple, de la pseudo-révolution colorée actuelle à Tbilissi. Oui, alors je vais me présenter plus ou moins objectivement comme je peux, telle qu'elle est, et je laisse après le rapprochement éventuel, parce que je voulais pas que d'emblée je parte dans des comparatifs comme ça. Voilà, on trouvera ce qu'on trouvera de commun ou de différent. Donc il y a une macro, méso et micro échelle pour ces événements, et donc je mets de côté la méso et micro parce qu'elles sont très intéressantes. Je suis très j'ai les mains dedans, j'ai tout compris, bon, mais ça nous brouille les pistes si on va rentrer dans le petit détail. Donc on va regarder ça dans une grande perspective, et surtout pour le côté des intérêts occidentaux. Alors, où on en est maintenant, parce que je suis intervenu il n'y a pas très longtemps déjà à ce sujet, c'était déjà en cours, les événements, eh bien ça continue, ça n'a que l'air d'être maîtrisé en ce moment, puisque ça est relative accalmie, bon, c'est à voir, hein, les rues sont pleines, hein, toujours. Mais il y a moins de faits de ce qu'on appelle violence, enfin des policières, ou oui, enfin c'est moins agressif dans l'ensemble. Alors, mais demain, pas plus tard que, il y a donc le jour J attendu, c'est que la présidente actuelle va être remplacée par un nouveau. Le nouveau est élu par une nouvelle procédure qui est l'élection par les grands électeurs. C'est une première fois atroc, inventé là pour se débarrasser plus facilement sans doute. Donc l'autre va bien sûr, et on sait qu'il va, c'est pas, il n'y a pas de concurrence, il y a un candidat, ils vont voter, voilà, vas-y. Il n'a pas de pouvoir le président, hein, c'est juste une figure symbolique, mais comme celle qui était jusqu'à présent présidente, qui est de nationalité française par ailleurs, voilà, bon, qui est issue de l'immigration de 1921, du pouvoir d'avant soviétique. Voilà, donc celle-là, elle va déclarer, qui n'a pas de pouvoir non plus, hein, mais juste qu'est-ce qui s'est hissé en leader de ces protestations, étant par ailleurs, avant ces événements, totalement détestée par l'ensemble de la population, puisqu'elle ne parle même pas assez bien le géorgien. Ils aiment pas ça, les géorgiens. Enfin, voilà. Donc, donc soudain, c'est une sorte de peut-être parlante tombée du. C'est le cas de Zelensky, hein, avec les Ukrainiens. À peu près, on peut le dire. Donc celle-là s'invente en dirigeante comme ça de rue. Tout est illégal, mais vraiment, c'est pas sa fonction, c'est pas sa mission. C'est grotesque, tout ça, du point de vue du droit, de la politique, enfin. Donc demain, elle va plus être présidente, à partir de demain. Primo, donc évidemment, elle va dire qu'elle le reconnaît pas, c'est elle qui reste dans sa fonction, etc. On aura deux présidents, bon, enfin, l'histoire du truc vénézuélien ou biélorusse, quand il y a un qui est l'Occident va dire bien sûr qu'il le reconnaît pas, c'est elle qui le reconnaît, enfin, le boucan bazar qui s'ensuit, voilà, et ensuite, ça va chauffer évidemment, ça va chauffer la rue, et ça va être une relance de tout cela. Il y a toutes les probabilités que ça se passe comme ça. Après, il y a des mécanismes occidentaux qui n'ont pas été encore actionnés, c'est le retrait de la libre circulation sans visa entre le pays et l'Union européenne, qui va faire très 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 mal au pays, y compris économiquement, parce que beaucoup de personnes simplement vont, pardon, mais faire des travaux subalternes, dans les pays où on paye
mieux. Voilà, et donc là, ils pourront plus. Et donc, les plombiers polonais. Oh, beaucoup moins bien, beaucoup moins bien. Voilà. Donc, ceci étant, ça va faire très mal, et là, ça va être un boom social encore une fois, enfin une conflagration, je veux dire. Donc déjà, il y en a qui sont chauffés à blanc, et maintenant, il y aura des masses vraiment qui vont se... Est-ce que le régime, on appelle ça le régime, le gouvernement va résister à ça? On ne peut rien savoir, c'est plutôt les négociations en haut lieu qui vont décider de cela, c'est-à-dire ça va se décider entre la Russie, la Chine et les États-Unis. Enfin, les États-Unis, la Chine et la Russie. Tu l'as expliqué il y a pas longtemps dans ta précédente intervention. Est-ce que tu peux résumer ce que c'est que la classe politique et les gens qui s'affrontent en Géorgie actuellement, en rappelant d'abord une chose, c'est qu'il n'y a pas de parti pro-russe sur place. Non, quoi qu'on vous dise, évidemment c'est les marionnettes de Poutine ou je ne sais, enfin voilà, non, il n'y a pas de marionnettes de Poutine. Il y a une russophobie très partagée géorgienne, qui date encore du 19e siècle, d'avant les bolcheviks, qui n'était pas majoritaire du tout à des moments, puis sous le temps soviétique elle était ultra minoritaire, mais enfin bon, toujours est-il que ça a été, on a beaucoup soufflé sur les braises et puis on a réanimé plein de... Il y avait des exceptions du genre... Joseph Staline, par exemple. Ouais, quelques-uns quand même ont bien réussi dans le contexte de la politique russe, soviétique, enfin voilà, pour que les Géorgiens ne se sentent pas plus que ça opprimés, quoi. Voilà, le moins qu'on puisse dire. Mais bon, voilà, enfin, on passe là-dessus. Donc il n'y a pas de contexte. Non, il n'y a pas ça. Ou de faction pro-russe. On va vous le raconter évidemment, parce que le pouvoir actuel, il est taxé par l'opposition qui est contre lui du pouvoir russe. C'est le parti russe, c'est la marionnette russe, tout est russe. Enfin voilà, parce que autrement on comprend pas, parce que là, voilà, ça tape sur le. Alors, je vous dis tout ça. J'espère brièvement. Oui, donc en fait, le truc, c'est que ce pouvoir, il n'y a pas eu plus occidental en Géorgie depuis que la Géorgie existe. Voilà, c'est un truc, mais... Le pouvoir actuel. Actuel, c'est un pouvoir qui a remplacé le pouvoir du précédent Saakashvili, qui était tout à fait pro-occidental, etc., mais n'était pas aussi pro-occidental. Alors ceux-là, ils sont allés jusqu'à inscrire dans la constitution même que le but céleste de la Géorgie, c'était d'entrer dans l'OTAN et l'Union européenne. C'est maintenant dans la constitution. Maintenant, c'est le même pouvoir qui se fait taper dessus, parce que ce qu'il dit n'est pas constitutionnel, n'est-ce pas? Parce que, voilà, c'est leur propre constitution. Donc, ils appliquaient tous les agendas sociétaux, mais tout était dedans. Mais vraiment, il y a la moitié des prisonniers, c'est le droit familial, la violence familiale, qui, par ailleurs, c'est une absurdité dans le contexte géorgien. Enfin, voilà, ils ont tout mis le paquet, tous les agendas UE sont là. Depuis 2012. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On se demande, mais c'est quoi l'absurdité, tout le retournement total? Eh bien, une chose très simple, ça a commencé en 2022. Alors, quel est le facteur? Mais pourquoi on n'aimerait pas ce pouvoir tellement gentil? C'est des riches, quoi. C'est le pouvoir des riches sur les pauvres, évidemment. C'est le pouvoir. C'est la bourgeoisie locale. C'est l'oligarchie, voilà, tout à fait, qui en profite très bien, qui c'est tout le sang du pays, où il y avait rien que l'industrie des jeux en Géorgie, ça fait 4, 5, 6, 10 fois le budget d'État, d'accord? Voilà, le chiffre d'affaires. Donc, tous les pays arabes, tout le monde y passe le temps favorable. C'est le grand libéralisme d'un Cuba, enfin, quelque part d'avant Fidel, quoi, enfin, pour les États-Unis. En quelque sorte, tous les vices, enfin, voilà. Bref, c'est la mafia. Mais qu'est-ce que... Non, c'est une mafia, mais enfin, bon, il y a une minorité très riche qui
qui sévissait, vraiment le pays s'appauvrissait pendant ce temps, le niveau de vie a baissé par rapport à ce qu'il y avait dans les années 2000 sous Saakashvili. C'est pour ça qu'il a toujours la cote, celui-là. Oui, bien qu'il soit en prison. Bien qu'il soit en prison. Donc, mais pourquoi, enfin, mais parce que c'est très simple, parce qu'en 2024, à l'agenda occidental s'est joint un point très important, c'est d'attaquer la Russie. Voilà. Et donc là, la bourgeoisie locale... Oui, parce qu'il n'y a aucun intérêt, la bourgeoisie locale. Alors, la bourgeoisie locale a compris qu'elle serait la figure en 3 jours, comme ça ça a déjà été une fois prouvé en 2008, mais encore là maintenant bien en pire. Et donc qu'elle allait tout y perdre, tout simplement, et qu'il n'y avait en fait pas d'échange. C'était là que ça s'arrêtait pour l'Occident n'en voulait plus. Enfin, qu'est-ce qu'il allait faire à l'Occident? Personne n'en veut de ces gens-là. Et la Russie, si on coupe les ponts avec la Russie, on attaque la Russie, ils n'avaient plus de refuge. Ils ne peuvent pas aller en Afrique, quoi. Enfin, c'était leur tombe, quoi. Ils leur demandaient de se suicider, quoi. Voilà. Donc, et ça filtrait par certains témoignages. C'était pas tout de suite clair. L'analyse le montrait, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ces pauvres gars-là? Enfin, pour les et donc, dès le printemps 2022, ils se sont tenus dans une posture qui ne plaisait pas à Zelensky. Voilà, donc cette posture-là, c'était, enfin, je veux dire, au Zelensky collectif et personnellement aussi, parce qu'ils avaient des invectives vis-à-vis des Ukrainiens. Bon, c'était pas très courtois, mais par ailleurs, ça respectait tout l'agenda occidental, pro-occidental sur tous les plans, et ils étaient plus catholiques que le pape partout, sauf ça. Et donc, c'était toujours une sorte de jeu d'échange semi-acide, comme ça, entre l'Occident. Comment voilà. On a dit qu'on allait faire court, comment on en arrive à la situation actuelle? On en arrive par plusieurs étapes, par plusieurs tentatives, donc 2023 puis 2024 printemps, à chaque fois ils ont voulu le renverser, ce gouvernement, par des coups de Maïdan successifs. Mais enfin bon, on savait à peu près que les élections législatives qui ont eu lieu il y a fin octobre, qui allait être le principal Maïdan, quoi. Voilà, tout le reste c'était le préchauffage du four, voilà. Mais en fait, en regardant de l'extérieur, on croirait que ce gouvernement, il marche sur le râteau tout le temps, mais tout le temps, et en fait, il se tire dans le pied tout le temps. Donc, à l'extérieur, c'est ça qui est visible, c'est-à-dire que il n'y a pas plus tard qu'il y a 1 an, il se félicitait d'avoir obtenu le statut du candidat en Union européenne. C'était novembre-décembre 2023. Au printemps même, ils avancent une loi anti-occidentale, pour ainsi dire, c'est-à-dire une loi qui obliger des ONG de déclarer leurs sources de financement. Voilà, loi d'ingérence étrangère. Franchement, il n'y avait pas la peine. Ils ont réveillé eux-mêmes toute l'opposition occidentale qui à peu près était contente. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi? Ils ont eux-mêmes soufflé sur le feu. En fait, parce que derrière, il paraît-il, derrière les coulisses, il y avait toujours des négociations très tendues, parce que toujours, ils étaient poussés à faire la guerre, à provoquer, disons, la Russie, d'attaquer la Géorgie plutôt comme ça, voilà, bien sûr. Et cela, ils ne voulaient pas. Et donc, à chaque fois que l'Occident s'apprêtait à frapper ou à serrer les vis, ceux-là, ils anticipaient, ou enfin un truc comme ça, ils allaient, bon, tant qu'il y a la bagarre, c'est nous les premiers dans cette logique-là. Et donc, c'était le cas maintenant aussi pour ces élections. Et là, au début décembre, il y a plusieurs fois, ils passent des actes qui poussent, qui provoquent davantage Si on peut résumer, on est arrivé au paradoxe qui aurait déclenché soi-disant les premières émeutes il y a presque 1 an, la fameuse loi obligeant à se déclarer quand on intervenait dans un pays, et
c'est d'autant plus absurde qu'en réalité, les Russes n'ont même pas demandé ça, puisque les Russes n'interviennent pas du tout. Il n'y a pas de problème. Il paraît que les Russes, les Russes, enfin, pas. Ça ne fout pas, ça les concerne. La réaction russe dans ces situations-là, c'est la réaction du QG. Ils voient et puis ils rédigent les plans au cas où d'intervention. Voilà. Si ça se gâte, ils ne vont pas laisser faire, ça c'est clair. Voilà. Je vais passer, il y a Stéphane qui voulait réagir à ça. 이 마이단 쿠데타 식으로 촛불 혁명이 조지아에도 또 동유럽의 여러 국가들로 번지고 있다는 게 전적으로 동의하고요. 제국주의가 물론 조종하는 거죠. Je partage avec l'idée que les révolutions colorées, comme le cas de coup d'État à Maïdan, est en train de se propager. En tout cas, le coup de la tentative de ces coups des forces impérialistes est réel, est présent. 그리고 한국에서의 그 윤석열의 쿠데타도 결국 이거와 무관하지 않다라고 봐요. J'aimerais juste souligner le lien entre ce qui se passe aujourd'hui en Géorgie et avec la tentative du coup d'État en Corée. 그래서 de Yoon. 제국주의는 러시아, DPRK, 차이나, 이란을 비롯한 저항의 축을 신침략자의 축으로 규정하는 그런 그 전선을 형성해서 3차 세계대전으로 지금 상황을 몰고 가고 있다라고 봅니다. Le camp impérialiste a déjà défini des axes, l'axe des agresseurs comme la Russie, l'Iran, la RPDC. Et tout ça, c'est pour provoquer une troisième guerre mondiale. 그래서 지금 우크라이나 비롯한 동유럽전이 벌어지고 있는데 또 팔레스타인, 레바논, 시리아를 비롯한 어떤 서아시아전 지역 전쟁이 벌어지고 있고요. 근데 이것이 동아시아로 번지는 것, 즉 한국을 비롯해서 대만 또는 동아시아, 서태평양으로 이렇게 번지는 것은 시간 문제다. Les guerres sont en cours déjà en Europe de l'Est, en Asie de l'Ouest, c'est-à-dire au Moyen-Orient, en Palestine, en Syrie, au Liban, et on peut tout à fait imaginer demain qu'il y ait un conflit en Asie de l'Est. 구체적인 증거는 이후에 더 밝혀지겠지만 결국 한국 쿠데타 세력 배후에 미 제국주의가 있다라고 하는 추론은 역사적으로 한국에 있었던 모든 쿠데타가 미 제국주의가 조종한 쿠데타이기도 했지만 바로 이런 세계적 판도에서 제국주의의 책략의 일환이기 때문이기도 하다라는 겁니다. L'hypothèse selon laquelle derrière cette tentative du coup d'État en Corée du Sud, il y a les États-Unis. Je pense que c'est historiquement, quand on voit chaque événement de renversement du régime, de tentative de coup d'État, il y avait toujours des Américains, l'influence des États-Unis, mais non seulement c'est parce que ça fait partie de la stratégie américaine aujourd'hui d'aller vers la troisième guerre mondiale. Voilà, c'est ce que nous appelons ici la stratégie du chaos. Alors là, comme je suis désolé, mais comme on a promis quand même au public d'avoir l'occasion de poser une ou deux questions, on va pas avoir le temps de beaucoup plus à l'un ou l'autre de nos deux invités. Est-ce qu'il y a des questions? Alors. Oui, vous avez vraiment répondu à ma question déjà, mais quand même, j'aimerais savoir à quel niveau la Corée du Sud est influencée, même contrôlée par les États-Unis quand à la décision décisive, on peut dire oui. comme ça. 100%. Ah, ok. Mais, 군사 정치 경제 문화도 완전한 식민지야. Oui, 100%, on a compris la réponse, mais j'approfondis le contexte comme notre public là est une représentante japonaise. Le Japon, à certains égards, est dans la même situation de domination, de dépendance complète, pas seulement militaire des États-Unis. Donc, c'est dans ce sens que tu poses la question. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un statut analogue, même s'il y a des différences bien sûr, entre le type de pression et de pouvoir qu'exerce oppressif, en tout cas de contrôle de la société et de la politique coréenne, est-ce qu'on peut dire que c'est tout à fait comparable ce qu'il y a au Japon et ce qu'il y a en Corée? Alors ça, c'est une question que je pose à nos deux invités, puisqu'ils ne sont pas forcément d'accord sur la question.
Alors peut-être Stéphane répond d'abord et ensuite Patrick. 미국 여기 지금 동북아는 조선, 중국, 러시아가 하나의 북방 삼각, 그리고 남측에는 미국과 일본, 한국이 삼각, 남방 삼각, 두 개의 삼각 구도가 대치되고 있어요. Déjà, sur plan géopolitique, hein, il y a deux camps qui s'opposent en Asie, du Nord-Est. Hein. C'est-à-dire, d'une part, c'est l'alliance entre la Chine, la Russie et la RPDC, et d'autre part, le Japon, la Corée du Sud et les États-Unis. 작년 8월 미 캠프 데이비드에서 미국의 바이든, 일본의 기시다, 한국의 윤석열이 모여가지고 동북아판 나토를 사실상 결성을 했어요. En août 2023, au camp David des États-Unis en Californie, les trois dirigeants, les trois présidents américains, sud-coréens et japonais se sont réunis pour conclure une version asiatique de l'OTAN. 이것이 조선이 정한, 조선과 중국과 러시아가 정한 레드라인을 넘긴 거예요. 마치 우크라이나가 나토 가입하려고 하니까 결국 2022년 우크라이나 전이 시작된 거와 같은 겁니다. C'est à ce moment-là, ils ont dépassé la ligne rouge définie par la Russie et la Chine, la RPDC. C'est comme si l'Ukraine voulait entrer l'OTAN, adhérer à l'OTAN. C'est à ce moment-là, la Russie a été obligée de prendre cette décision. 진작 동북아전이 터트리는 것이 제국주의 전쟁이라고 보는데 조선과 중국이 전략적 인도를 참아가지고 이렇게 지금까지 전쟁이 터지지 않은 상황이 이어진 거거든요. 그러나 이번에 계엄이 바로 그 또 다른 그 레드라인 중에서도 레드라인을 넘긴 것이다라고 봅니다. 그래서 정말 위험하다. 한국전, 대만전을 포함한 동북아전 발발이 정말 임박했다라고 봅니다. À mes yeux, déjà le camp impérialiste, ils ont déjà dépassé plusieurs fois la ligne rouge. Mais c'est en face, la Chine, particulièrement la Chine et la Corée du Nord, a vraiment patienté. Ils n'ont pas réagi de façon imprudente. Mais là, le coup d'État manqué, le coup de force actuel, c'est un élément qui va déclencher, qui peut déclencher un conflit. Alors, Patrick, ton point de vue. Alors, la dernière phrase, bien entendu, je ne suis pas d'accord, je ne vais pas me contredire à ce point-là. Pour le reste, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit. Ça est programmé, organisé. Je pense que la situation actuelle n'est pas susceptible de déboucher. La CIA, le Pentagone, ça existe. Ce ne sont pas des comiques troupiers. Ce que je veux dire simplement, alors, sur le détail, je pense que pour penser tout ça, il manque un mot, c'est Taïwan. Oui, c'est vrai. Tu peux en dire un mot. C'est simplement plus compliqué. Oui. Je vais très souvent en Chine. Je suis de moins en moins d'accord avec ce grand pays impérialiste. J'ai dit, bon. Mais c'est un sujet de conversation. De conversation tout le temps. Les Chinois parlent de Taïwan. Taïwan, c'est à nous. Alors, je ne rentre pas dans le débat. On sait qui a occupé Taïwan, qu'est-ce qui est passé, on sait quel type de régime ils ont maintenant. L'histoire est fichtrement complexe et moi je ne me permettrai pas de dire c'est ça. Je sais simplement que c'est devenu une obsession du côté chinois gouvernemental et de population. Les gens avec qui je travaille, mes étudiants, mon bureau, et on me demande tout le temps, qu'est-ce que t'en penses? Il dit, tiens, quelle heure il est, on va faire autre chose. C'est un truc qui... C'est également une obsession côté américain. Et c'est une obsession, comme la Corée du Sud est une obsession en Corée du Nord, mais pas inversement. En tout cas, ça se passe pas comme ça. J'ai juste un petit problème avec le mot dépendance. Je voudrais pas qu'on tombe quand même dans la manipulation et la marionnette. Avec un méchant américain, qui mâche du chewing-gum et qui arrête pas d'essayer de faire du mal à tout le monde. Je suis un ennemi anti-impérialiste, aucun problème de ce côté-là. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de Sud-Coréens et de Japonais qui sont d'accord. Voilà, c'est ce que je te disais. Mais quelles sont les forces sociales qui justement... Ça existe la droite. Oui, voilà, oui, mais actuellement, qu'est-ce qu'elle représente comme force politique pour revenir à la Corée du Sud, par exemple? Pour ne pas répondre à ta question, je vais dire, le Japon et les Corées ont une histoire, je reviens à ma marotte,
ultra-autoritaire, voire dictatorial. Le Japon était quand même un des grands pays fascistes, non défascisés. Il y en a un autre qui s'appelle la France, si je dois dire en passant. Le seul gouvernement fasciste élu. Hein. Oui, enfin, on a parlé d'un régime de collaboration. C'est un petit peu ça qu'ils ont, sauf qu'ils l'ont toujours en Corée, simplement si j'ai bien compris. Le substrat politique de la pensée politique, et je mets dans la pensée politique y compris la discussion de bistrot, les structures qui me viennent en tête quand je parle de ça, au Japon et en Corée du Sud, sont des structures autoritaires, extrêmement autoritaires. Et donc que des solutions puissent être pensées comme autoritaires, c'est pas du tout un écart par rapport à la voie royale, démocratique, tout le monde s'aime, on s'aime et on s'embrasse. C'est pas ça, que ça n'a jamais été ça. Il a très bien fait de rappeler tout à l'heure les différents moments où chaque fois le Japon a cogné, 1919, la Corée était dans la rue, plaf, on a mitraillé tout le monde. Dans ma thèse, j'ai mis des images de l'occupation japonaise en Corée générale, où les flics japonais invitaient les membres des ambassades occidentales, dont la nôtre, pour assister à la mise à mort des résistants japonais. Et comment est-ce qu'on mettait à mort des résistants japonais? On les sciait. Ouais. Avec des scies à bois, vous savez. Des Coréens. Coréens. Et les diplomates étrangers prenaient des photos. Alors, donc, ce que j'en tire, c'est que... Le procès du Japon, on va peut-être pas faire non. Mais on a prévu de faire quelque chose sur le Japon prochainement. J'étais en train de taper sur la France, là. Oui. Excuse-moi. Je veux dire simplement que si être victime d'un salaud, être victime d'un fasciste, me rendait automatiquement gentil et démocrate, ça se saurait. Oui. Et donc le problème de l'autorité n'est pas seulement ce qu'il y a dans la tête des flics, des fascistes, des militaires, de l'extrême droite et tout, c'est un problème général par rapport aux façons de régler la société. Ce que j'ai mis, qui m'ont mis comme titre dans l'UMA l'autre jour, ça va de l'armée à la famille. La façon d'être passe par... Elle est verticale. J'essaie de pas être négatif. C'est un problème négatif, mais j'essaie de pas être négatif. L'idéologie dominante et l'idéologie de la classe dominante, là-bas aussi. Voilà. Être facho pendant aussi longtemps, il y a des victimes, mais elles sont toujours victimes. Il y a des raisons. Elles sont toujours victimes. Alors, là, comme le temps file et qu'il faut laisser un petit peu de temps pour la dédicace, je vais vous inviter à applaudir et à remercier les intervenants. Vous allez pouvoir, pendant la dédicace et le pot qu'on va vous servir dans quelques instants, leur poser des questions. 자, 도미니크 한강. 노벨 문학상 받은 한강에 이 채식주의자보다 소년이 온다라는 책은 광주 항쟁, 즉 반포쇼 투쟁을 담고 있어요. Laisse parler parce que sans ça on va pas entendre ta traduction. Donc il y a d'autres livres que la végétarienne qui s'appelle Celui qui revient. Qui parle du soulèvement populaire de Gwangju dont nous avons parlé aujourd'hui. Donc, 근데 정말 아이러니하게도 45년이 지나서 노벨상을 받는 그 순간에 한국에서 쿠데타가 벌어진 Vous voyez 거죠. l'ironie de l'histoire, c'est ça, au moment de la remise de médaille du prix Nobel. 한국사의 본질이 바뀌지 않았다는 겁니다. Il y a cette tentative du coup d'État. Ça veut dire que l'essence de la société sud-coréenne n'a pas changé. 여기 그 서점에 왔으니까 이건 얘기해야 될 것 Voilà, 같아요. c'est ça, je voulais souligner. Donc, commentaire. Désolé, j'ai traduit 85 romans coréens du Sud. Je n'ai jamais traduit Hanggang. Alors, pourquoi? Parce que je voulais pas traduire Hanggang, parce que tout ce qu'il a écrit a déjà été écrit par d'autres. C'est très bien de parler de Gwangju. Seulement Gwangju, il y a 40 ans, Chae-yoon a écrit Gonip. Il y a 38 ans, Hong Sok-yong a écrit aussi. Ça, c'est de la copie. Le végétarienne, ça a été écrit il y a 30 ans aussi. Il y a aucun sujet qu'elle écrit n'a pas déjà été traité par d'autres. C'est le consensus, le mou. C'est la Bayrou de la littérature coréenne. Il y a des écrivains fabuleux. Lisez Chen Yong-wan, lisez Paul Min-gyu,
Et avant, il y avait Imuniol, il y avait Lee Chang-jun, il y avait Kim Soo-young. Pourquoi ils n'ont pas eu le Nobel? Ça, c'est de la merde en bas. Là, Non, pardon. vas-y, Pardon. conclue. La merde, c'est très utile dans les chars. Donc ça, c'est ok. seulement de la sous-merde. Tu n'es pas un fan du prix Nobel. Cela dit, Et encore moins du prix Nobel. c'est ma petite synthèse personnelle de libraire. Ok. C'est que le prix Nobel, et surtout le prix Nobel, mais la plupart des prix ces dernières années, et en particulier le prix Nobel, sont donnés pour des raisons politiques, Absolument. et jamais à des adversaires de l'idéologie impérialiste dominante. Hein. Donc c'est certainement qu'elle n'en est pas un adversaire. Même Ça, c'est quand clair. on est écrivain- C'est un marqueur indélébile. Le prix Nobel, ça ne peut être que Même quand quelqu'un on qui est est- absolument accepté et toléré par l'idéologie dominante. Même et quand le on est pouvoir écrivaine impérial française américain. jouant à la gauche. Voilà. Donc, on conclut sur cette affaire littéraire, ça nous va très bien. Mais il y a des grands écrivains en Corée du Oui, Sud. oui. Hein. Il y en Alors, a plein. On fera peut-être une autre soirée là-dessus, Avec justement, plaisir. avec vous deux, entre autres. Mais pour ce soir, c'est terminé. Donc, encore merci, bravo. Je vais couper. Vous allez pouvoir vous faire dédicacer le livre si vous voulez, soit l'acheter même maintenant.